Rebonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette salle commune après avoir passé quelques temps dans les diverses salles de conférence à voir les excellentes présentations qui ont été données par les étudiants membres du Centre d'études de la forêt. Avant de passer à l'événement pour lequel vous êtes tous et toutes rassemblés, la table ronde sur comment concilier les différentes fonctions de la forêt pour les prochaines générations, moi, j'aimerais, à titre de co-directeur du Centre d'études de la forêt, lever mon chapeau bien haut à mon collègue Louis Bernier, qui, après avoir complété 2 demandes de renouvellement, une évaluation de mi-parcours, des pages de plaisir garanties que nous avons partagées ensemble pendant 9 ans, 9 co-animé 9 colloques. On veut aujourd'hui te remercier, Louis, pour toutes ces années de service à la communauté du CEF, de nombreux rires, des frustrations, parfois du stress, mais beaucoup de fierté d'avoir contribué et collaboré avec toi à la construction de ce lieu privilégié de formation en sciences forestières qui est devenu le CEF. Le succès récent que nous venons d'avoir dans le refinancement du Centre d'études de la forêt, il n'est pas sans lien avec ton engagement soutenu. On tient à te le dire. Cet engagement soutenu-là va assurer la continuité du CEF. Donc, tu vas dorénavant jouer plus le rôle d'un membre actif, mais je sais que tu vas être un membre très actif au sein du CEF. Donc, un grand merci, Louis, pour toutes ces années. Et on a sondé, en fait, on a sondé ton âme, n'est-ce pas? Et on a de très bons, enquêteurs sur tes goûts et préférences. Donc, on a prévu un petit cadeau. Mais avant ça, juste pour vous donner une idée de l'attitude de Louis, quand je disais que c'est quelqu'un qui est un pain sans rire et qui a toujours le mot juste, quand on a appris que le CEF était financé pour 6 ans au montant de 600 000 par année, le courriel qu'il nous a envoyé, c'est « Sabrer le champagne aura bien meilleur goût que sabrer dans les dépenses ». C'est vraiment du Louis Bernier, ça. Donc, un grand merci et on va te remettre quelque chose pour faire travailler tes familles. C'est pas moi qu'on a l'invitation. On a vu que ton bien. Donc, sans plus tarder, je vais laisser OK. Bien, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici. Je vais inviter tout de suite nos panélistes à monter sur scène pour venir me rejoindre. Donc, je m'appelle Olivier Riffon. Je suis professeur en éco-conseil ici à l'Université du Québec à Chicoutimi et on m'a invité à animer cette table ronde sur la conciliation des usages de la forêt pour les générations futures. On va passer, attendez que je regarde l'heure, il nous reste à peu près 1h30 ensemble. On va passer donc 1h30 ensemble pour essayer de répondre à cette question-là. On sait qu'aujourd'hui, en 2019, la forêt peut répondre à de multiples besoins humains, à de multiples fonctions aussi. La forêt a des fonctions économiques. On peut en extraire de la fibre, on peut en extraire plein d'autres produits non ligneux. La forêt a des fonctions écologiques aussi. Réservoir de biodiversité, elle peut capter du carbone, elle peut aussi capter certaines substances nocives pour notre santé. La forêt peut aussi servir de lieu où on va avoir du plaisir, où on va se promener. Elle offre des services culturels, elle offre des services spirituels. Est-ce qu'on peut faire tous ces usages-là dans un même écosystème forestier? Comment s'assurer qu'une forêt permette la conciliation de ces différents usages-là? C'est la réponse, ou en tout cas, on va tenter avec notre groupe aujourd'hui de trouver des réponses à cette question complexe. Donc, pour y répondre, on a 5 panélistes invités, 5 conférenciers et conférencières invités.
Donc, on a avec nous, aujourd'hui, on est très chanceux, il y a un beau travail qui a été fait par le comité organisateur pour recruter un panel d'aussi grande qualité. Donc, je les félicite et les remercie, tout comme je vous remercie d'être là aujourd'hui. Donc, on a Manuel Curtness, qui est chef cuisinier et qui met en valeur les produits et la culture des Premières Nations, surtout à travers sa cuisine. On a Laurie Ouellette, qui est professeure en intervention plein air et qui est chercheur au LERPA, qui est le laboratoire d'expertise et de recherche en plein air de l'Université du Québec à Chicoutimi. On a Nicolas Meyer, qui est directeur foresterie Saguenay-Lac-Saint-Jean de Produits forestiers résolus. On a Alison Munson, qui est professeure titulaire en écologie forestière à l'Université Laval. Et on a enfin Sylvain Chouinard, qui travaille pour le ministère de la Forêt, Faune et Parcs au Saguenay-Lac-Saint-Jean comme ingénieur forestier à la planification de l'aménagement forestier intégré tactique. Donc, on a des gens autour de la table qui ont une vision très spécifique des usages de la forêt. En tout cas, ils ont certains usages qu'ils vont valoriser, préconiser. On a aussi autour de la table, je pense, des gens qui sont habitués de devoir négocier, de devoir concilier leurs usages avec d'autres usages de la forêt. Donc, ça va être vraiment un plaisir de vous entendre. Donc, comment on va fonctionner? Je vais, dans la première demi-heure, en fait, de l'atelier, on va donner la parole pour 5 minutes à peu près à chacun de ces intervenants-là. Et ils et elles vont nous dire à chacun leur tour ce qu'ils ont ou ce qu'ils vivent en fait dans la forêt, qu'est-ce qu'ils vont chercher, c'est quoi les fonctions, les usages qu'ils vont valoriser de leur côté. Puis peut-être nous parler s'il y a des usages qu'ils considèrent plus facilement ou difficilement conciliables avec les usages qu'ils valorisent ou préconisent. Donc, 5 minutes chacun. Je vais prendre le temps de les introduire un petit peu plus aussi, chacun et chacune d'entre elles, en faisant ça. Et ensuite de ça, en fait, la table ronde va vous appartenir, en fait. Ces 5 personnes-là vont pouvoir répondre à vos questions. Donc, la façon qu'on va fonctionner, il y a 2 micros volants qui vont être disponibles. Donc, vous levez la main, il y a quelqu'un qui va aller vous voir avec le micro, vous posez votre question et vous pouvez vous poser la question à un ou une de nos intervenants ou à l'ensemble, mais c'est certain que si vous posez même la question à une personne, tout le monde va pouvoir y répondre. Donc, on va pouvoir avoir différents points de vue sur les questions que vous allez avoir. Donc, on va avoir à peu près 40-45 minutes pour faire ça. Ensuite de ça, je vais conclure peut-être avec une petite synthèse que moi, je vais avoir retenu de cet échange. Et ça sera tout pour la table ronde. Vous pourrez, après ça, terminer la journée. Il y aura un petit mot qui va clore la journée. Puis après ça, il y a un bel événement, un beau 5 à 7 qui vous attend à la galerie d'art ici, où il y a une exposition un peu hors de l'ordinaire qui va vous être présentée. Fait que voilà pour le plan de match. Vous êtes prêts en avant? Je vais y aller dans l'ordre qu'on m'avait proposé sur le site Internet. Donc, ça serait Alison Munson qui serait la première à briser la glace. Donc, je vous disais, elle est professeure titulaire en écologie forestière à l'Université Laval. Elle s'intéresse au niveau de la recherche principalement aux relations entre le sol et les plantes, à l'impact des perturbations naturelles et anthropiques sur le fonctionnement des écosystèmes. Elle s'intéresse aussi à la biodiversité en forêt et à l'impact de la biodiversité sur le fonctionnement, et ça en forêt boréale et maintenant dans les écosystèmes en ville. Ça m'intéresse particulièrement. Oui. Je ne sais pas si on va en parler, mais en tout cas, j'ai un petit faible pour ça. Donc, Mme Munson, je vous laisserai le micro pour quelques minutes. Merci pour la présentation et merci de l'invitation de parler aujourd'hui. Je vais faire simplement 2 points pour un peu lancer la conversation entre nous et aussi avec la foule. C'est maintenant votre temps de parler, je pense que c'est bien. Dans la description de le panel, on a dit que on parle des prochaines générations. Donc, pas juste les beaux bébés qu'on a vus ici dans les bras de Nicole, mais leur bébé et leur bébé après ça. Donc, ça fait beaucoup de beaux enfants. Et ça fait longtemps. Donc, mon premier point est que nous ne gérons pas actuellement la forêt, je dirais, la forêt publique, en multifonctionnel, selon moi. Il y a, depuis qu'on a commencé la récolte, je pense que l'accent, c'était sur la production ligneuse. Et je ne pense pas que ça a changé. On a des tables, c'est vrai, on a des méthodes d'essayer de mieux concilier,
Mais la priorité est toujours sur le bois. Les autres services qu'on parle dans la description, la conservation des écosystèmes, la protection, la conservation de la faune, les services culturels, les PNFL, la récréation. Peut-être la récréation, Laurie va en parler, a un peu plus un rôle important, mais les autres services, je dirais, sont marginalisés par rapport au bois. Je ne vois pas que ça va changer dans les médias, au moins qu'on est capable de changer peut-être le type de gouvernance, mais je ne vois pas que cette dynamique, je ne vois pas comment ça pourrait changer dans les médias. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est, on a entendu beaucoup dans les derniers 2 jours des gens, on a beaucoup de monde qui travaille sur les changements climatiques, et je pense que les gens sont qui sont dans les médias vont voir un peu c'est ce qu'on nous attend dans les prochaines décennies pour nos enfants. Je pense que la forêt publique, si je parle de forêt publique encore, qui est la vaste forêt de Québec, va être confrontée même à peut-être une perte de la fonctionnalité de production de bois. On sait que on a entendu des gens qui parlaient de changement de régime de perturbation, et surtout ici, le feu, mais ça pourrait être aussi le tordeuse, en interaction avec la sécheresse, on a entendu ce matin. Il y a beaucoup d'exemples qu'on a entendus cette semaine sur comment on pourrait perdre la productivité, on pourrait perdre le couvert forestier. Donc, j'aimerais peut-être qu'on aborde ça un petit peu dans nos discussions. Quelle serait la réaction du gouvernement, du public, de l'industrie face à ce changement important qui pourrait arriver dans les prochaines décennies? Perte de couvert, augmentation probablement des feuillus dans les modèles de Catherine Perrier. Les résineuses sont plus vulnérables à la fois dans le nord et aussi dans le sud. Donc, plus de forêts feuillues, moins de couvert. Comment on va aborder ça comme société, cette perte de couvert? Et dans l'aspect de multifonctionnalité, si on perd, exemple, notre productivité, la fonction production de bois, comment on va réagir pour gérer la forêt? Est-ce qu'on va essayer d'aller avec une afforestation rapide? Comment on va vivre cette transition écologique qui pourrait être assez importante? Comment on va vivre ça, la société? Donc, je pense que c'est une réflexion à faire parce qu'on parle de multifonctionnel, mais c'est ça, au cœur, on a encore cet accent sur le bois et comment on va vivre ça surtout. Je ne pense pas que ça va devenir plus facile de gérer la multifonctionnalité si on commence à perdre des fonctions importantes comme productivité. Donc, comment on va vivre ça comme société? Donc, je dirais nos jeunes sont dans les roues actuellement et ils ne sont pas dans les roues parce qu'on a bien fait ça les dernières décennies ou les dernières 100 ans. Ils sont là pour d'autres raisons. Donc, merci. Merci, Mme Monson, d'avoir brisé la glace. Dans ma liste, la personne qui suit, c'est Nicolas Meyer, qui va être la deuxième personne à parler. Donc, il est directeur forestier Saguenay-Lac-Saint-Jean pour Produits forestiers résolus. Donc, à ce titre, il a la responsabilité de s'assurer que la planification forestière qui est réalisée chez Résolu permette à la fois d'assurer un approvisionnement suffisant en bois aux usines de la région, mais aussi de respecter à la fois la réglementation en vigueur, les normes et les certifications auxquelles l'entreprise adhère, et ils doivent considérer aussi les valeurs des usagers et les autres activités traditionnelles, par exemple des Premières Nations sur le territoire. Donc, c'est vraiment, on parle de conciliation à l'interne, mais dans une perspective de prévisibilité aussi pour l'industrie. Donc, on va l'écouter maintenant nous présenter son point de vue sur la conciliation des usages de la forêt. Monsieur Meyer. Pour vous donner un peu notre
rapport par rapport à l'acceptabilité sociale de l'aménagement forestier. Je vais vous décrire un petit peu c'est quoi l'entreprise Résolu. C'est une multinationale qui est partout en Amérique du Nord, principalement au Québec, en Ontario et aussi sur la côte est américaine. On a un chiffre d'affaires qui est de 3,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuellement. On a 8 000 employés dans 40 installations en Amérique du Nord. On est dans plein de sphères au niveau du bois d'œuvre, des pâtes commerciales, la production d'énergie. On est aussi au niveau des produits, de la production de papier pour le tissu. Notre vision d'entreprise est axée surtout sur le développement durable des ressources qu'on utilise ou qu'on exploite à l'intérieur d'un cadre de rentabilité. Extrêmement important que pour nous, ce n'est pas juste la rentabilité, il faut le faire avec un axe sur le développement durable. On partage les valeurs suivantes aussi. C'est que nous sommes principalement axés vers nos travailleurs. On parlait qu'il y a 8 000 employés chez Résolu. Pour nous, l'employé et les personnes qui gravitent autour de notre organisation est extrêmement importante. Ils doivent travailler en toute sécurité. Il n'y a rien de plus important que la sécurité des gens qui travaillent pour nous et avec nous. Nous voulons être responsables envers, comme je l'ai dit, nos employés, responsables aussi envers nos communautés et responsables envers les usagers du territoire et usagers aussi des activités traditionnelles. Nous misons, comme je disais tout à l'heure, sur le développement durable, extrêmement important, et aussi nous pensons que nous devons réussir ensemble l'ensemble des activités que nous avons réalisées avec le monde des communautés, avec les employés, puis aussi avec l'ensemble des usagers du territoire. Chez Résolu, mon intérêt vers la forêt, c'est l'utilisation de la fibre pour transformer dans des produits commerciaux. On utilise le bois pour faire principalement du bois d'œuvre. On utilise des sous-produits de ce bois-là qu'on a pour faire de la pâte. L'ensemble des territoires où on s'approvisionne sont certifiés, toutes sortes de certifications là, qui passent de la certification territoriale jusqu'à la certification de traçabilité jusqu'à notre client. Excusez-moi. Alors, on a un rapport extrêmement proche avec la forêt. Pour nous, la conciliation avec les usagers est extrêmement importante. C'est une tâche quotidienne, je vous dirais. À tous les jours, on parle de conciliation et d'harmonisation avec les usagers du territoire. Même si, oui, on a des occupations, un approvisionnement qui est important. Juste pour vous donner un petit portrait, au Lac-Saint-Jean, notre approvisionnement est de 3,8 millions de mètres cubes annuellement, où on s'approvisionne dans un premier temps à partir des forêts privées. En deuxième temps, à partir des plans spéciaux, lorsqu'il y a des projets, malheureusement, des feux, où il y a aussi la tordeuse de Bourgeon-d'Épinay qui a affecté des peuplements forestiers, ou d'autres des chablis, ça peut arriver à l'occasion aussi. En deuxième temps, on s'approvisionne de secteurs qui ont été mis aux enchères, puis en dernier lieu, on s'approvisionne de garanties d'approvisionnement à l'intérieur du territoire. Alors, c'est des éléments qu'on évalue toutes les années et puis qu'on privilégie comme source d'approvisionnement avant d'utiliser le bois pour lequel on a le privilège des forêts qu'on a le privilège d'aménager. Comme je disais, on a des territoires qui sont complètement certifiés et aussi nos usages sont certifiés. C'est une grande fierté pour nous, c'est un besoin qu'on a pour nos clients et puis je pense que ça démontre une grande transparence dans l'ensemble des activités qu'on a réalisées sur le territoire pour pouvoir s'approvisionner. Comme je disais tout à l'heure, la conciliation professionnelle est importante avec l'ensemble des usagers, mais à la base, je suis aussi un producteur forestier dans le sud du Québec. Pour moi, c'est une nouvelle tâche que j'ai de travailler aussi au niveau de la forêt boréale. J'arrive des cantons de l'Est où j'étais un aménagiste des forêts mélangées, feuillues, mixtes et aussi résineuses, et je suis aussi producteur forestier. J'ai une appartenance très grande à la forêt en étant propriétaire. Et puis, j'accorde une grande importance à faire la bonne action au bon endroit. Pour moi, il n'y a pas grande activité qui sont inconciliables avec l'utilisation qu'on fait de la forêt chez Résolu. Peut-être mis à part la protection intégrale. Pour nous, on a besoin de cette fibre-là. On voit qu'il y a un usage, elle contribue potentiellement à aider à atténuer les changements climatiques. Et puis, pour nous, c'est une source d'approvisionnement qui vient substituer plusieurs autres, des matériaux de construction, je parle, plusieurs autres produits qui sont beaucoup plus
potentiellement dommageable pour notre environnement. Et puis, c'est certainement une source de richesse au Québec, et puis on compte l'utiliser. Le reste des usages est, selon moi, complètement complémentaire, ou nous sommes complémentaires, pendant comment on veut le prendre, mais c'est complètement possible de travailler avec la forêt et aussi l'ensemble de ces sujets-là, dont les Premières Nations, dans lesquels on bâtit des partenariats sur une base quotidienne. Merci. Merci beaucoup, M. Mayer. Je poursuivrai avec M. Manuel Kakwa-Curtness, en fait, qui est, on disait, chef cuisinier spécialisé dans les traditions culinaires des Premières Nations, qui est originaire de Maastricht et qui participe de plusieurs façons, en fait, à la vie culturelle, comme artiste déjà, comme chef cuisinier, comme ambassadeur, je dirais aussi en lisant un peu son pedigree. Donc, il va utiliser plusieurs occasions pour mettre en valeur, justement, les savoirs familiaux, les savoirs traditionnels, les us et coutumes des premiers peuples. Donc, je vous cède la parole. Kwe Kasinowiczek, né Milwaten, hôtel italien. Mon nom, c'est Emmanuel. Tout le monde a compris ce que j'ai dit? Non. Oui, Ouais. oui. Kwe, on sait c'est quoi. En cette année internationale des peuples autochtones, sur les langues des peuples autochtones, je suis obligé de vous dire que malheureusement, je ne parle pas ma langue. Je viens d'une nation Innu qui a été fondée en 1856. Je vous ferai pas l'histoire de toute la communauté, mais depuis ce temps-là, il y a quand même beaucoup de démarches qui ont été faites, entre autres, justement, pour, malheureusement, avoir un objectif concernant les gouvernements en lien avec, si on peut dire, essayer de convaincre les Autochtones de devenir de simples Québécois ou Canadiens et de peut-être perdre leur identité en tant que telle. Aujourd'hui, ce n'est pas un discours moralisateur que je veux faire, mais nécessairement juste vous donner d'où je pars. Ça va vous donner justement le lien. Aujourd'hui, j'ai 50 ans comme l'université. Donc, 1968, d'ailleurs, j'ai été gradué récemment, la semaine passée, d'un bac en, merci beaucoup, individualisé en éducation. Puis, je poursuis en même temps une maîtrise à l'ENAP en gestion des organisations autochtones. Donc, tant qu'à avoir à rien faire, c'est aussi bien d'essayer de se doter de tous ces outils-là. J'ai un DEP en cuisine d'établissement. J'ai déjà été directeur d'une station de radio pendant 4 ans. J'ai fait beaucoup de gestion d'organisation. J'ai travaillé pour le Musée amérindien de Maastricht, à la Fondation d'héritage culturel autochtone du Musée amérindien. J'ai été guide au Musée amérindien. Ça a été un bon lieu de pratique pour pouvoir parler justement. Je crois que c'est ce qui m'a donné beaucoup de facilité pour pouvoir parler aux gens. Je suis né à Maastricht, qui s'appelait Pointe-Bleue anciennement. Mon père vivait sur le bord du Pékogami, qu'on appelle le lac Blanc. Et puis, de cette range-là, dans le fond, avec ma mère, ils m'ont transmis le savoir familial. Le savoir familial, entre autres, pour moi, c'était surtout l'accès au lac. Donc, le lac, dans le fond, était la source alimentaire aussi en même temps. Donc, la pêche au filet, que j'ai pratiquée de l'âge de 3 ans jusqu'à 17 ans avec mes parents. Et de cette pêche-là est aussi apparu le cycle des saisons. Alors, le cycle des saisons, c'est simple. C'est toutes les saisons que vous avez vues au cours de la dernière année. Je pense qu'il y a eu plusieurs cycles. Mais en réalité, chez les Inuits, il y en a 5. Il y en a 5 cycles. Chez les Atikamekw, il y en a 6. Chez les Inuits, il y en a 18. Bon, peu importe là, combien de cycles, il faut savoir dans quel environnement on vit et à laquelle on appartient aussi en même temps. Donc, j'ai eu cette formation-là de mon père qui, dans le fond, était peut-être un docteur en la matière aujourd'hui si on compare à toutes les connaissances et au savoir qu'il a pu transmettre à mon milieu familial. Et nécessairement, ça m'a amené à tout plein de saveurs, tout plein d'explorations culinaires. Un jour, alors que j'étais attaché politique pour le chef Gilbert Dominique chez nous, j'avais prévu ne pas faire ce job-là avant. Je m'étais déjà inscrit à l'école de cuisine à Fierbourg, à Québec. Et j'ai eu la chance de pouvoir justement aller en cuisine pour essayer de réaliser un rêve que j'avais, c'est-à-dire de valoriser la cuisine des Premières Nations, mais aussi en même temps les us et coutumes. Donc, dans le fond, il y a une pratique saisonnière. Et cette pratique-là saisonnière, elle a beaucoup d'influence en fonction de la nature, de la forêt, de l'eau, qui est les rivières, dans le fond, qui se trouvaient être les autoroutes chez les Premières Nations.
Tandis qu'aujourd'hui, ben c'est ça, nous aussi, il y avait des nids de poules, mais c'était plus des roches de poules, là, si on peut dire. Là. Mais de cette manière-là, entre autres, on a pu naviguer un peu partout. Donc, quand j'ai suivi ma formation en cuisine d'établissement, c'était pour être capable de pouvoir un jour aspirer à faire une table qui serait reconnue comme étant une table où on pourrait tirer de la forêt en fonction de la saison, en fonction du moment. Non pas 365 jours des fraises, mais vraiment, si aujourd'hui c'est des pousses d'asclépiade, c'est ça qu'on mange aujourd'hui. Si on a un cerf, on mange le cerf en entier. On mange pas juste du filet mignon. Alors, c'était une approche un peu surprenante dans le monde de la restauration à laquelle, malheureusement, j'ai fait le test et je n'ai pas été en mesure de pouvoir poursuivre parce que les gens n'avaient pas compris la manière à laquelle je devais faire ce transfert-là. J'ai ouvert une école de cuisine aussi en même temps en 2014. Je ne ferai pas tout le CV de ma vie, mais vous allez comprendre un petit peu l'environnement à laquelle on est positionné. Et souvent, la valorisation de la cuisine des Premières Nations, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Oui, vous avez peut-être déjà entendu parler de la restauration à Wendake. C'est une introduction, c'est une façon de voir, de la poussière de ci et de ça. Excusez-moi le mot, là, mais c'est des choses c'est pas la manière de faire. Donc, si vous voulez vraiment manger chez les Premières Nations, il faut se rendre dans les villages des Premières Nations et pouvoir manger en fonction de la saison. Donc, c'est de cette manière-là que je souhaitais faire changement au niveau de la restauration. Mais comme ce n'est pas accessible à l'ensemble, vous savez, de l'Orignal, ce serait super le fun, mais au Québec, c'est interdit dans le contexte de la restauration. Ben à ce moment-là, il faut changer le plan de match. Alors, si je ne peux pas faire à partir de la matière première, de la base même, de ces plantes-là, herbes, gibier, poissons, ça devient difficile de pouvoir promouvoir une cuisine qui, de toute façon, n'existera peut-être jamais dans le système de la restauration. Alors, ces connaissances-là ont fait en sorte que j'ai fait un bac en enseignement professionnel pour justement pouvoir les compiler, puis pour en faire justement une documentation sur mes recherches à laquelle justement je souhaite proposer une nouvelle façon de voir la relation avec les communautés autochtones qui va toucher nécessairement l'ensemble des nations vivant ici au Québec, c'est-à-dire les Québécois, les Canadiens, les gens de toute origine, pour qu'on puisse comprendre mieux les Premières Nations. Voilà. Merci beaucoup, M. Quickness. Merci. Donc, Laurie Ouellette poursuivrait. Donc, Laurie Ouellette est professeure à l'unité d'enseignement d'intervention en plein air de l'UQAC. Son expertise est beaucoup liée au tourisme d'aventure, au leadership aussi en contexte d'expédition. Et ses travaux de recherche portent aussi sur la caractérisation et la mise en valeur des territoires de pratique des activités de plein air, parmi lesquels, j'imagine, on compte aussi la forêt. Tout à fait. Merci, Olivier. Bonjour tout le monde. En fait, moi, je me suis positionnée plus à l'échelle récréo-touristique globale. Quand on parle de secteur récréo-touristique, on parle de tourisme et on parle aussi de loisirs. Le secteur du tourisme d'aventure, depuis plus de 2 décennies, c'est un secteur qui est en constante croissance à l'échelle planétaire. Les chiffres sont pas tout à fait exacts, mais c'est une croissance qui est assez exponentielle au cours des dernières années, ce qui fait en sorte que c'est un secteur économique extrêmement important, non seulement à l'échelle de la province du Québec, mais à l'échelle mondiale également. Sinon, la pratique aussi des loisirs de plein air est, elle aussi, en constante croissance. D'ailleurs, l'année dernière, le gouvernement du Québec a produit un avis sur le plein air que vous pouvez retrouver gratuitement sur le site du gouvernement du Québec. Et ce document-là est vraiment fort intéressant parce qu'il documente les impacts de la nature et du tourisme et des loisirs de plein air sur la population, notamment sur la santé physique, la santé aussi psychologique, réduction du stress, réduction de la dépression, plus d'interaction sociale, etc. Donc, tous les bienfaits de la fréquentation de la nature sont documentés, en plus des impacts économiques positifs. Donc, la nature et la forêt de nombreux impacts positifs sur les communautés. C'est des moteurs de développement économique régional et aussi ça a des impacts positifs sur la santé. Quand je regarde
l'exploitation forestière d'aujourd'hui. Je pense qu'ils ont un vaste défi de devoir concilier les différents intérêts. Donc, on ne veut pas cesser d'exploiter la ressource ligneuse. Donc, c'est important aussi. C'est un moteur économique régional important, mais il faut harmoniser ça avec les pratiques de récréo-touristique d'aventure aussi. Ce qui caractérise le milieu récréo-touristique, c'est la diversité des usagers. Quand je parle de diversité des usagers, je parle de tourisme, de villégiateurs, de chasseurs, de pêcheurs. Il y a des pratiquants autonomes, donc des clubs de canot, des clubs d'escalade, etc. Les écoles, les garderies fréquentent de plus en plus la forêt, donc c'est des usages puis des pratiques qui sont aussi en croissance. On fait de plus en plus de thérapie par l'aventure. Donc, on amène des groupes avec différentes problématiques, faire du développement psychosocial par la nature et l'aventure. Donc, les usages de la forêt se multiplient et se diversifient. Et aussi, ce qui caractérise le milieu, c'est que c'est un milieu qui est fragmenté. Donc, qui a de la difficulté aussi à être représenté dans les mécanismes de consultation quand on fait les plans d'aménagement forestier. Je regardais les mécanismes de consultation qui ont été faits au cours des dernières années et en fait, les organismes qui sont le plus en mesure de documenter les impacts de l'exploitation de la forêt sur leurs activités, c'est la CEPAC. Parce qu'ils ont des ressources humaines, ils ont des gens qui sont connaissants, compétents, qui ont du temps, qui sont payés pour documenter ces impacts-là et faire valoir leurs intérêts auprès des gens qui consultent, mais les autres usagers qui n'ont pas ces moyens-là, en fait, ce que je regardais dans les suivis qui ont été faits suite aux consultations, c'est qu'ils ont des intérêts à défendre, mais ils ont très peu de connaissances et très peu de compétences pour défendre leurs intérêts, et ça ne veut pas dire que leurs intérêts ne valent pas la peine d'être défendus, donc, mais ils ne sont pas en moyen de les documenter. Donc, ça, je pense que c'est le défi supplémentaire comme société qu'on a à adresser, je pense, c'est de donner le moyen à ces différents types d'usagers-là d'être représentés efficacement. Donc, ça veut dire qu'il faut leur donner des ressources financières, mais aussi des connaissances puis des compétences pour bien documenter puis faire valoir leurs intérêts. Par contre, je crois profondément que l'exploitation forestière est vraiment conciliable avec les usages récréo-touristiques et les principales caractéristiques qui sont recherchées par les usagers de la forêt, c'est la qualité des paysages. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Quelque chose qui est extrêmement conciliable avec l'exploitation forestière aussi, c'est l'accès à la forêt. Donc, les chemins forestiers donnent accès aux usagers de la forêt. Donc, c'est un usage qu'on veut harmoniser. C'est pas toujours fait de façon optimale. Tout à l'heure, M. Curtness parlait des rivières qui sont des voies navigables. Donc, moi, je fréquente énormément les rivières. Quand on descend une rivière puis qu'il y a une route forestière qui longe la rivière avec des camions qui passent à chaque heure, on s'entend que la qualité de l'environnement sonore est atteinte. Donc, il y a peut-être de l'optimisation qui peut être faite de ce côté-là. Et sinon, aussi, on cherche des milieux qui sont sécuritaires. Une chose qu'on a remarqué au cours des dernières années dans notre milieu, c'est que l'exploitation forestière entraîne de plus en plus, augmente le danger d'avalanche. Et comme les activités de plein air hivernales sont en pleine croissance, il y a de plus en plus de racketteurs, de skieurs hors piste. Et ce qu'on remarque, c'est que les endroits qui ont été coupés sont plus susceptibles en fait, quand il y a des usagers dans ces couloirs-là, c'est plus susceptible de déclencher des avalanches. C'est des choses qui commencent à être documentées en Gaspésie. Il est arrivé un accident ici en 2015 dans un couloir, dans un territoire de coupe. Et c'est des usages qui sont bien documentés, par contre, dans l'Ouest canadien. Donc, on pourrait aussi concilier ces usages-là.
Donc, c'est ça. Moi, je pense que le plus grand défi dans les temps à venir, en fait, c'est d'adresser la disparité des ressources entre l'industrie forestière et les différents types d'usagers de la forêt pour défendre leurs intérêts, puis bien les documenter. Je pense que ça conclut. Merci beaucoup. Merci. Donc, on va terminer avec Sylvain Chouinard, qui est ingénieur forestier, qui travaille à la planification d'aménagement forestier intégré tactique au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour le MFFP, donc Ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs. Non, je les ai inversés. Forêt, Faune et Parcs. Donc, œuvré, en fait, beau parcours de vie aussi, à la fois dans l'industrie forestière comme consultant forestier et au bureau du forestier en chef pendant une dizaine d'années. Maintenant, il agit comme représentant ministériel du MFFP sur la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire. Donc, voilà, je vais vous laisser nous expliquer votre point de vue pour clore ce premier tour de table. Merci, Olivier, de me faire donner l'occasion pour de donner le point de vue du ministère Faune, Forêt, Parc. Quand on m'a donné la mission de venir devant vous, les étudiants, de parler de foresterie, puis le sujet qui est comment concilier les différentes fonctions de la forêt pour les prochaines générations, j'ai comme eu un blanc. J'ai dit, qu'est-ce que je vais dire? Fait que là, j'ai comme vu mon passé défiler, puis là, je me suis dit, quand j'ai commencé ma carrière dans le forestier, je me suis dit, je plantais des arbres, puis je me posais la question, ces arbres-là, est-ce qu'ils vont survivre? Ensuite, j'étais guide de canot, puis je suis arrivé au réservoir Gouin devant une coupe totale, puis j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'était pas là l'année passée. Après ça, j'ai travaillé pour des consultants forestiers, j'ai fait des calculs de possibilités, je prenais les données, puis je me demandais tout le temps à quoi ça va servir. Puis je posais les questions, on me répondait. Je dis oui, ça va servir à ça. Ensuite, j'ai travaillé pour l'industrie forestière, puis l'industrie forestière je coupais des arbres, puis j'ai dit, on en coupe-tu juste assez? Oui, calcul de possibilités, il me donne la quantité qu'il faut que je coupe. Oui, maintenant, j'ai fait affaire avec les Autochtones, j'ai fait affaire avec différents utilisateurs. Ça, c'est il y a longtemps. Ensuite, j'ai travaillé pour le forestier en chef. Puis là, le forestier en chef, mais là, on est devant notre ordinateur. J'en ai quelques-uns ici dans la salle qui travaillent pour le forestier en chef. Puis là, on se dit, est-ce que je surestime? Est-ce que je sous-estime? On se pose tout le temps des questions comme forestier. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a tout le temps des problèmes, on a tout le temps des solutions. Puis il y a des choses qui fonctionnent très bien. Fait que c'est là-dessus aujourd'hui que je vais faire ma présentation. C'est sur les choses qui fonctionnent bien. Fait que au ministère Faune, Forêt, Parc, je ne dis pas qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être améliorées, je dis qu'il y a des choses qui peuvent être bonifiées. Je pense que c'est à nous, autour de la table, d'en discuter. Mais il y a des choses qui fonctionnent bien, comme les consultations annuelles. Les consultations annuelles, on voit des petits encarts publicitaires, on le voit sur Internet, on le voit dans les réseaux sociaux. Il y a une planification annuelle dans un secteur de coupe. Là, c'est sûr qu'il y a des gens, il y a des gens qui se présentent au bureau, il y a des gens qui téléphonent, on fait des rencontres individuelles, on fait des rencontres de groupe avec la CEPAC, avec les Autochtones, avec les groupes d'intérêt, les PFNL, avec les chasseurs, avec les pêcheurs, avec les villégiateurs, les groupes de villégiateurs, avec tous les utilisateurs de la forêt qui sont intéressés, puis qui le savent, qui ont une certaine connaissance, parce qu'on a parlé tantôt aussi d'avoir aussi l'information. Ils se présentent au bureau, puis on est capable d'avoir des harmonisations qui vont se traduire dans la planification opérationnelle. Et puis, on fait des bilans du bilan du respect des harmonisations. Puis, au niveau des respects, au niveau de la coupe par les BGA, par les bénéficiaires des garanties d'emprisonnement, on fait des bilans, puis on regarde avec les photos aériennes, les photos satellites, si on a respecté les harmonisations. Le territoire est très grand. Hein. Ensuite de ça, il y en a une autre chose qui fonctionne très, très bien au niveau des harmonisations, puis je ne dis pas que ça ne mérite pas d'être bonifié, mais ce sont les tables locales de gestion intégrée des ressources. Sur ces tables de locales de gestion intégrée des ressources, ça fait 10 ans que ça existe ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis depuis 10 ans, on est rendu dans une phase de maturation. Donc, ça va bien, ça roule bien, les gens sont satisfaits. C'est une trentaine de délégués qui représentent leurs associations. Donc, c'est les BGA, c'est les PFNL. Ils sont élus pour 2 ans. Ils représentent leur groupe. À chaque année, la façon que ça fonctionne, c'est que ces groupes-là, ils sont une trentaine d'individus. Nous, on est les personnes ressources au ministère. On leur transfère l'information. À chaque année, ils nous font part de leurs préoccupations. On en a 300 préoccupations. Là, on est rendu qu'on a de la misère à trouver des préoccupations, mais avec les préoccupations, on les divise toutes par enjeux. Puis chaque enjeu a des solutions. Ces solutions-là, on en a plusieurs de différents types.
Ces solutions-là, ben, ils ont été construites soit par le ministère, parce que c'est déjà des engagements ministériels, ce sont déjà des lois, donc on les transmet. Puis il y en a d'autres qui ont été construites par les utilisateurs dans des cas de conflit. Pour l'ensemble du territoire, je ne dis pas pour des endroits très, très, très précis. Fait que, comme par exemple, je peux vous parler de la forêt de proximité. La forêt de proximité, c'est un secteur qui représente à peu près 10 de la région, dans lequel les gens, les collectivités forestières autour du lac, les villages, les gens qui travaillent en foresterie, qui vivent la foresterie, qui travaillent le matin, qui partent en forêt, ils veulent toujours avoir du bois près de chez eux. Fait que la MRC, les BGA, les groupes de villégiateurs, on s'est assis et puis on a déterminé des valeurs, des objectifs et des cibles à atteindre. Puis à partir de ces informations-là, on est capable de faire des bilans à chaque année, puis de montrer est-ce qu'on a respecté nos engagements. Puis si on ne les a pas respectés, pourquoi? Mais tout ça, là, c'est encadré. Les défis aussi, là, je vous parle, là, mais il y a tellement d'informations au niveau de la foresterie aujourd'hui, il y a tellement de politiques, de droits, d'entités, de respect à respecter qu'il faut les vulgariser. Nous, au ministère, puis les personnes ressources aussi, il y a une personne aussi à l'enseignement, il y a une personne aussi à la certification. Le défi de vulgariser la foresterie aujourd'hui auprès des gens, c'est vraiment un quotidien. On réussit, je pense qu'on réussit, mais il faut tenir la vis serrée, serrée, serrée. Mon collègue ici, mon ingénieur forestier, me disait nous autres, chez Résolu, on n'a plus le droit de mettre d'acronymes. Bien, nous, au ministère, les acronymes, aux communications, ils nous disent tu as un acronyme ici. Non, il faut que tu l'enlèves. Tu as un acronyme ici. Il y a juste le MFFP qu'on peut mettre sur nos présentations. Donc, ça représente des défis qui sont 5 fois par année qu'on se rencontre. On va sur le terrain, on va vérifier nos engagements, puis les gens, les délégués, eux, ont le désir, souvent ont le devoir aussi d'aller retourner auprès de leurs gens, auprès des utilisateurs pour leur dire qu'est-ce qui se passe. Donc, information pertinente, au bon endroit, puis surtout la vulgarisation, c'est des choses sur lesquelles on va devoir maintenir l'adhésion aussi. Il faut qu'on trouve tout le temps des défis à garder les gens qui sont allumés en tout temps, chaque année. Fait que ça termine ce que j'avais à dire. Merci, M. Chouinard. Merci à vous cinq. Je pense à la table, vous avez déjà une idée de la variété des points de vue, des perspectives, des visions, des façons aussi de voir la forêt. On passerait à la période de questions du public. Vous pouvez commencer déjà à penser à vos questions. Moi, j'en posais une, OK, pour briser la glace, là, le temps de réchauffer tout le monde. Juste pour vous dire comment je veux que ça se passe, comment j'aimerais que ça se passe. J'aimerais vraiment avoir vos questions du public. Vous avez probablement plein d'opinions, plein de choses que vous aimeriez partager, mais on a quand même demandé à nos 5 intervenants de prendre la peine de se préparer pour répondre à vos questions. Donc, je favoriserais les questions sur les opinions pour nos panélistes. L'autre chose aussi, je pense que comme condition de la gestion multi-usage de la forêt, il y a la condition du dialogue ouvert et respectueux. Donc, je prends la peine de le préciser. J'aimerais ça que, même si vous n'êtes pas d'accord, en fait, c'est sûr que vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qui a été dit là, même entre vous, mais je pense qu'on peut quand même poser des questions dans le respect et dans l'ouverture de ce que les autres ont à nous dire. Donc, juste garder ça en tête. Puis on m'a demandé aussi de s'assurer que vous attendiez bien d'avoir le micro pour poser vos questions, pour être certain que tout le monde... Je sais que des fois, il y en a qui parlent fort et qui ont le réflexe de... Alors, attendez que le micro se rende pour être sûr que tout le monde vous entende. Je vais commencer avec une question, quelque chose qui m'a frappé dans l'ensemble de vos petites présentations. Ce n'est pas une question facile, OK? Si vous répondez à la mienne, vous allez être prêt, je pense, à peu près à n'importe quoi après. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé, en fait, c'est à quel point, dans chacune de vos perspectives, on assiste à une évolution puis à une transformation des réalités de chacun de vos secteurs puis de la forêt. Donc, on a parlé des changements climatiques, donc il y a des transformations qui se passent à ce niveau-là, puis une montée aussi de la mobilisation pour une action plus écologique, plus environnementale. Donc ça, Mme Monson nous a parlé de ça. Les pratiques forestières aussi évoluent, le contexte réglementaire, le contexte normatif, les normes évoluent, les attentes des clients évoluent aussi assez rapidement.
Avec M. Curtness, on a vu aussi une volonté des premiers peuples de se réapproprier leur culture, se réapproprier leur langue, se réapproprier leur territoire, réactiver des savoirs ancestraux. Puis ça, c'est, je pense, une transformation à laquelle on assiste aussi présentement. Au niveau du plein air, du récréotourisme, on a aussi, juste dans le rapport, on disait, là, ça prend de plus en plus de place. C'est un secteur économique qui croît. Il y a une diversité aussi dans les approches récréotouristiques de la forêt, donc il y a des transformations à ce niveau-là aussi. Et finalement, au niveau de la gestion forestière, on assiste aussi à un paquet de transformations réglementaires. Il y a beaucoup de changements qui se sont passés. On en parlait avant. On a triché, hein, on s'est jasé un peu avant d'arriver. On parlait de tout ce qui s'est passé depuis l'aurore boréale, puis toutes les transformations aussi qui ont eu lieu. Donc, le contexte réglementaire, la façon de concilier les usages change aussi. Bref, dans tous les secteurs, dans toutes les approches forestières, il y a des transformations qui se font. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que les mécanismes qu'on a présentement en place nous permettent d'être réactifs ou assez réactifs face à l'ensemble de ces transformations-là, à l'ensemble de ces changements-là? On sait que les systèmes, souvent, sont longs à transformer, mais est-ce que les mécanismes nous permettent, en fait, de réagir, nous permettent de s'adapter aux changements dans les attentes, dans les usages, dans les pratiques? Et est-ce que d'autres mécanismes pourraient être plus appropriés pour, justement, mieux intégrer ces transformations-là? Pas facile, hein, je l'ai dit. Ouais. Oui, allez-y, Mme Monson. Mais le côté peut-être que je connais le plus, c'est le MFFP, parce que je collabore avec pas mal de monde qui travaille sur les changements climatiques au MFFP. Et ils sont très à l'affût de, OK, comment on va faire dans le futur? Parce qu'il y a une bonne conscientisation des gens que ça va changer, ça peut changer vite, et on doit commencer à réfléchir de comment adapter nos façons de faire. Donc, la réflexion a débuté. Je dirais qu'on est peut-être, par rapport à la situation, peut-être pas assez outillé pour quelque chose d'important de demain, mais je pense qu'il y a une réflexion amorcée qui est importante, qui va avoir des changements dans les prochaines 5, 10, 20 ans. Donc, je pense que c'est positif. Okay. Oui. Parfait. M. Curtness, allez-y. Merci. Je veux juste faire un lien avec... il y a une chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est la relation pour les Premières Nations. C'est surtout le garde-manger. Le garde-manger, mais c'est aussi la transmission du savoir. C'est-à-dire, nous, lorsqu'une coupe forestière, ça a un impact sur le milieu familial à laquelle le territoire appartient. Je sais qu'on travaille fort pour essayer d'harmoniser la chose. Je sais que le Conseil des montagnais, en tout cas, les Peguaraminus-Tokwegan, dans le fond, qui est l'organisation politique là, sur le territoire ici, travaille fort aussi pour faire valoir, justement, la protection de ces zones-là, l'utilisation donc de l'environnement. Il y a quand même ces efforts-là qui se font aujourd'hui. Il y a une des choses qui est importante à rappeler, et c'est pas plus loin que la dernière campagne électorale. Bon, je ne ferai pas de politique, mais j'ai pas le choix de le dire. Le premier ministre, qui était Philippe Couillard, qui était à Saint-Félicien, lançait souvent la phrase « Il n'y aura pas un caribou forestier qui va empêcher un travailleur de travailler ». Une phrase à peu près semblable, que je trouvais un petit peu décevante, parce que dans le fond, on s'attaquait à un garde-manger qui appartient aux Premières Nations, mais aussi en même temps à une ressource qui est en voie d'extinction. À toutes les fois qu'on fait une coupe forestière, je pense que les gens pensent bien à ce qu'ils vont faire. Pour être sûr et certain d'essayer le plus potentiellement possible de ne pas trop de faire de dommages à la forêt. L'objectif, c'est quoi en réalité? L'objectif, dans le fond, c'est d'utiliser une matière première pour la transformer, pour la vendre, pour la donner au système qui va faire en sorte qu'on va pouvoir soit construire une maison, bâtir n'importe quelle infrastructure à partir de cette matière-là. Moi, quand je regarde la forêt, chez nous, quand j'étais jeune, puis quand j'y retourne, quand j'ai la chance encore une fois de le faire, quand je la regarde, la forêt, je la vois pas comme un 2x4. Je la vois pas non plus comme la possibilité de faire de la pâte à papier. Je vois une possibilité d'essayer de transmettre du savoir. Mais aujourd'hui, on sait très bien que nous, quand on va en forêt,
de se réapproprier l'utilisation de la forêt, c'est aussi un devoir de se l'harmoniser avec les utilisateurs du coin. Avec la matière première, bien sûr, on ne peut pas empêcher, je pense, à mon avis, l'utilisation de la forêt. Mais nécessairement, il y a une façon de faire. Puis je pense que cette harmonisation-là a beaucoup évolué depuis mon enfance à aujourd'hui. Et je crois que, oui, il y a des objectifs potentiels de développer une bonne relation face à ça, mais nécessairement, il faudra toujours avoir cette conscience-là de l'impact de ce que ça doit donner. Vous prenez chez vous, est-ce que vous êtes fils, fille ou même conjoint de propriétaire d'une ferme? Pas vraiment, hein? Quelques-uns? Oui? Parfait. Vous savez, le garde-manger, c'est important chez vous. Ben, en tout cas, à l'époque de ma mère est québécoise, et puis je sais qu'à son époque, il était 14 enfants, et puis quand il regardait en arrière de la ferme, dans le fond, dans la maison, il y avait en arrière la ferme, et ça, c'était le garde-manger pour l'hiver. On savait si on allait en avoir assez ou non. On savait quand est-ce qu'on allait tuer le cochon, ou avoir des œufs tous les jours, avoir du lait, donc c'était le moyen d'avoir un garde-manger. Un jour, mon grand-père, dans le fond, est allé travailler à la ville parce que nécessairement, ça devenait difficile. Donc, la ferme a réduit beaucoup. Puis là, à ce moment-là, vous savez un peu comment ça s'est enclenché rapidement, puis jusqu'à l'extinction du sens familial de pouvoir avoir un garde-manger à proximité. Alors, c'est le même principe pour nous aujourd'hui. Ce garde-manger-là est encore extrêmement difficile d'atteindre et on ne peut pas l'utiliser pour en faire plus que sinon dans cette valorisation culturelle-là d'identité. Donc, c'est l'approche qu'on a actuellement. Donc, pour nous, un orignal, c'est pas simplement un orignal, c'est aussi pour la peau, c'est aussi l'utilisation des nerfs, du poil pour faire de la vannerie, faire de la décoration, n'importe quoi. Donc, c'est de cette manière-là, je pense, puis la relation avec les communautés autochtones, comment je dirais donc, doit se faire nécessairement, doit continuer de se faire et doit avoir aussi une optique, justement, de pouvoir collaborer avec l'ensemble de la population pour nécessairement éviter que tout s'arrête demain matin. C'est pas ça qu'on veut. Moi, je pense qu'il faut essayer de mieux se parler, mieux se comprendre, et c'est ce qu'on fait déjà depuis plusieurs années. Merci. Est-ce que quelqu'un voudrait dire? Ben moi, juste un petit commentaire. La réaction, est-ce qu'on est assez réactif? Présentement, je vois même plus ça. Est-ce qu'on est assez réactif? Il ne faut pas être réactif. Il faut avoir de la prévisibilité. Il faut qu'on sache d'avance qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi les options, c'est quoi les opportunités. Je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais pour nous, la communication est extrêmement importante. On y reviendra tantôt au niveau de la culture forestière, mais la communication entre nous, entre le ministère d'atteindre des cibles, avec les usagers, avec les communautés autochtones, la communication est extrêmement importante. Si on veut vraiment taper sur axer nos relations sur la communication, il faut qu'on ait de la prévisibilité. Il faut qu'on sache où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire, où sont les barrières, où sont les clés de blocage à l'intérieur de ça. Réactif, pour moi, ça ne favorise pas la communication. La prévisibilité, la proactivité, ça permet de faciliter les communications. Ça va peut-être concilier l'usage des camions forestiers lors d'activités de plein air, par exemple. Lorsqu'il y a des activités, il y en a une prochainement dans la municipalité de l'Adoré, où il y a une multitude de gens qui vont utiliser le territoire pour des sentiers pas de motocross, mais de vélo de montagne. On n'a pas d'opération, on a limité nos opérations, on a construit des chemins pour avoir accès à ça. On ne l'utilisera pas tout de suite pour être capable de concilier ces éléments-là. Il faut qu'on soit prévisible, pas juste les industries forestières, l'ensemble de nous, pour qu'on puisse mieux communiquer puis mieux partager cette ressource-là. Merci. Laurie? Moi, je pense que les mécanismes actuels ont le potentiel de permettre d'être plus réactifs, mais j'ai participé récemment, en fait, l'année dernière, à une démarche régionale pour la mise en valeur du plein air à l'échelle régionale. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que on a peu de connaissances. En fait, les endroits de pratique des activités de plein air ne sont pas répertoriés nulle part. Il y a une connaissance qui est fragmentée, donc c'est les utilisateurs locaux qui connaissent les sites d'escalade, les rapides pour faire de la rivière, etc. Mais cette information-là n'est pas documentée et ce n'est pas centralisé. Et si ce l'était à l'échelle du Québec, je pense que même en amont des mécanismes de consultation, ça pourrait être
pris en compte dans le calcul de la possibilité forestière, dans les plans d'aménagement, mais en ce moment, les principaux acteurs qui sont consultés dans les mécanismes de consultation, c'est par exemple les administrateurs de territoire comme la CEPAC et les zones d'exploitation contrôlées, les ZEC. Et eux, ils ont même pas un usage, une connaissance fine des différentes pratiques qui peuvent être faites sur leur territoire, par exemple des sites d'escalade, etc., des sentiers de randonnée pédestre. Et en fait, le milieu récréo-touristique manque de ressources financières pour documenter ça. Et le gouvernement, tranquillement, injecte à coût de dizaines de milliers de dollars, là, ce qui est très peu, de l'argent pour le faire, mais je pense que ça pourrait être optimisé, puis je pense que ça pourrait rendre service aussi à l'industrie forestière parce que les usagers, au lieu d'être en réaction aux plans d'aménagement qui sont proposés, mais je pense que ça pourrait être, on pourrait en tenir compte en amont parce qu'on aurait ces données-là et on maintiendrait une base de données à jour pour en tenir compte. Ça augmenterait la prévisibilité. Permettez-moi un petit commentaire. Je ne sais pas si vous avez été allé sur le site du ministère dernièrement, là, mais Forêts ouvertes. C'est un site qui permet d'avoir la planification à long terme, mais aussi la planification à court terme. Les usagers, je pense que là, on fait ça pour favoriser la communication entre les gens, savoir où ça s'en va. C'est un milieu qui est tout centralisé pour avoir l'information au niveau de la planification forestière. Le ministère, c'est eux qui font la planification forestière aujourd'hui. Ils ont plusieurs bases de données qui ont des couches d'atténuation qui vont privilégier, ils vont protéger le cas échéant et puis ils vont considérer dans l'ensemble de la planification qu'ils ont à faire. Ces éléments-là pourraient se retrouver à l'intérieur d'une planification qui sont la responsabilité des aménagistes du ministère. Oui. Oui, M. Chouinard. Oui, transférer l'information, informer les gens, donner l'information la plus juste, c'est un défi. C'est un défi de tous les jours. On est là comme personne ressource au ministère sur les tables de gire pour le faire. Puis le dernier exemple que j'ai pour vous, c'est que la dernière rencontre qu'on a eue, les gens étaient extrêmement allumés sur le caribou, qu'est-ce qui se passe avec ça? Les gestionnaires sont tous là autour de la table, PFNL, autochtones, travailleurs d'usine. Qu'est-ce qui se passe avec le caribou? Qu'est-ce qui se passe avec les changements climatiques? Nous, le ministère, on est là pour transmettre l'information. On va leur revenir avec ça, on va aller chercher les spécialistes, on va les informer de qu'est-ce qui se passe, quels vont être les impacts sur leurs activités. On va continuer à réfléchir une fois que l'information va être donnée, puis que cette information-là va devoir être vulgarisée et répétée et inclus probablement à l'intérieur des outils informatiques disponibles sur Internet. Super, merci beaucoup. Très intéressant. Ce serait à vous. J'espère qu'il y en a qui ont imaginé des questions. Oui, ici, ça prenait un courageux, une courageuse, puis il y en a une autre question ici. Là, il y a un micro déjà rendu, donc il y a une autre question après. Donc, M. Boucher, que je connais. Oui, bonjour, Jean-François Boucher, Université du Québec-Chicoutimi. Honnêtement, dans mon enseignement en éco-conseil, c'est ce que je fais, M. Chouinard. Là, j'annonce la bonne nouvelle par rapport au nouveau régime forestier au Québec, encore relativement nouveau, on va dire, qui nous a fait passer d'une forêt de concession, ensuite une forêt de consultation, puis aujourd'hui une forêt de participation. Et les tables GIR étant comme l'entité concrète là, qui montre que ça fonctionne, cette histoire-là. Fait que théoriquement, tu sais, il y a des étudiants internationaux là, dans mes cours, puis je suis quand même assez content de leur dire qu'on applique théoriquement quelque chose qui est une évolution, quand même. On est dans une foresterie de participation de plus en plus. Par contre, par ailleurs, quand on regarde dans les faits, il semble que c'est peut-être pas un succès. Peut-être qu'il faut peut-être constater qu'il manque quelque chose ou que c'est pas suffisant. Parce qu'on entend les plaintes, on entend les personnes qui disent « Non, je ne l'ai pas su, non, c'est pas ça que je voulais, pourtant on a dit ci, on a dit ça, puis les industriels, ils vont comme ils pensent, puis c'est encore la ressource qui a la primauté absolue, la ressource ligneuse, on s'entend. Donc, c'est ce qu'on entend toujours, c'est un peu le même discours qui, aujourd'hui, existe encore. Est-ce qu'on doit faire, c'est ça ma question, est-ce qu'on doit faire un constat d'échec, un constat où est-ce que les tables GIR, l'harmonisation et tout ça, n'est pas suffisante ou peut-être mal menée, ou peut-être que les tables de participation sont en fait des tables de consultation qui sont cachées. C'est-à-dire que oui, on fait comme si c'était la participation, mais en vérité, on prend les avis et on fait ce qu'on veut avec. C'est quoi qui fait que ça ne semble pas fonctionner? Ou peut-être je me trompe puis ça fonctionne. Ouais. Ou c'est un constat que les attentes sont de plus en plus élevées. Oui, les attentes sont élevées. Bon.
c'est important. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. On le voit sur les journaux, on le voit un peu partout. Mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est la pointe de l'iceberg. Tout ce qui est en dessous, là, les problèmes qui ont été réglés, là, il y en a une grande quantité, une très grande. 98% des cas ont été réglés à l'interne ou à l'interne avec l'utilisateur, en groupe, individuellement. Comme Monsieur Maillard disait tout à l'heure, dernièrement, on a eu un cas où, je vais regarder l'information, on a eu un cas où les gens voulaient faire du vélo, voulaient faire de la motocross, voulaient avoir des campings. Ça a nécessité beaucoup d'énergie sur un grand territoire, puis les gens sont tous satisfaits. Ça n'a pas fait les journaux, ça n'a pas fait l'Internet. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a beaucoup d'harmonisation qui se font, que personne ne voit ici, mais que les gens qui sont des délégués, des utilisateurs, le voient et le savent. Très bon. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir? Pas obligé, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez. Si vous pensez, moi je suis complètement d'accord avec M. Chouinard par rapport à des mesures d'harmonisation, puis en amont, les problèmes en amont, puis les discussions qui ont lieu, là, c'est tout ça. Comme je dis, c'est sur une base quotidienne. On en règle énormément de problèmes. Le ministère en règle énormément de problèmes. On en règle aussi au niveau opérationnel de notre bord lorsqu'on arrive pour opérer. Mais c'est sûr qu'on va toujours avoir des plaintes. Il va toujours avoir du monde qui a une insatisfaction. Évidemment, les gens qui sont super contents, super heureux du règlement qu'ils ont eu, soit avec le ministère, avec d'autres usagers ou entre eux, usagers qui sont autres que les forestiers, ils ne le disent pas. Mais on entend parler de ceux qui sont mécontents. Doit-on leur donner toujours cette vitrine-là, les gens qui sont mécontents? Je ne sais pas. Je pense qu'on ne peut pas cacher les problèmes, mais il faut accorder l'importance relative aux gens qui ont une certaine plainte. Il ne faut pas les exclure, là, loin de là, mais il faut accorder l'importance. Puis regarder le big picture, comme M. Chouinard l'a mentionné. La majorité des relations qui sont faites sur le territoire, en tout cas au Lac-Saint-Jean, pour lequel je connais mieux, ou en tout cas, je commence à connaître un peu mieux, est importante. Les tables GIR fonctionnent présentement ici, là. Il y a beaucoup de monde, c'est très lourd, mais c'est ce que la région a choisi d'utiliser comme moyen de communication, qui est prévu dans la loi aussi, mais ça fonctionne. Puis tu sais, la brique des fiches, c'est quoi? C'est 300 quelques pages, il y a 250 fiches qui sont là-dedans. Il y en a des enjeux, Sylvain, M. Chouinard disait tout à l'heure, qu'on est en train de chercher des préoccupations. Une certaine maturité là-dedans. Okay. Madame Monson? Peut-être juste, je voulais mettre ça en perspective plus et avec le titre encore des générations futures. Parce qu'on doit reconnaître, tu sais, on peut pas, on a altéré la forêt de façon importante. Et pour les générations futures, on a plusieurs indicateurs de ça qu'on pourrait en parler, que la forêt ce n'est pas la forêt qu'on avait au début du dernier siècle. Pour le meilleur ou pour le pire, peut-être, ça peut-être est tout correct, mais on sait qu'on va probablement perdre certains éléments par cette altération de forêt. C'est pas moi à juger personnellement, c'est la société et pour le moment, ça, il y a peut-être pas un consensus, je pense que parmi la population de comment on doit gérer la future forêt. Mais j'essaie de prendre ça, pas juste le table GIR pour les prochains 5 ans. On parlait des générations futures, puis ça, c'est une autre question qu'on pourrait discuter et la réponse est différente. Merci. Il y avait une autre question derrière. Oui. Est-ce que quelqu'un peut apporter un micro à la dame? Ah, OK, pardon, je n'avais pas vu. Ici, puis après ça, là, puis il y en a une autre devant après. Bonjour, Nicole Fenton, je suis professeure à l'Institut de recherche sur les forêts à l'UQAT. Comme Alison, je reviens à le titre, concilier les différentes fonctions à la forêt pour les prochaines générations. Puis je me demande si les conférenciers pourraient parler comment on peut vraiment sérieusement parler de concilier plusieurs fonctions quand il y a une fonction qui est donnée d'office toute la superficie de la forêt. Peut-être on devrait parler d'inverser la matrice, puis dire on garde la matrice de la forêt pour nos diverses fonctions, puis on décide où les compagnies forestières ont le droit d'aller couper. J'aimerais vous entendre là-dessus. Qui brise la glace? Allez-y, vas-y.
Ouais, c'est un très bon point. On pourrait inverser cette matrice-là. Il faut regarder c'est quoi les investissements qui sont nécessaires pour utiliser le territoire. C'est sûr que si on n'avait pas investi un sou pour exploiter la forêt ou l'utilisation du bois, mais ce n'est pas le cas. On a des investissements majeurs à faire. Puis on a des responsabilités envers la communauté, nos employés, envers la société québécoise pour l'exploitation. C'est un élément, je suis d'accord, mais si on fait des investissements au Québec et puis la ressource, elle n'est pas disponible, bien, il faut l'envisager. Ou c'est disponible à tel niveau. Comme je disais tout à l'heure, la prévisibilité, c'est clé pour nous. Si on perd cette prévisibilité-là, évidemment, nos investissements ne servent à rien. Pour moi, je disais tantôt concilier ces éléments-là. Moi, chez nous, je suis père de famille, j'ai 2 beaux enfants, et puis présentement, je mets un certain pourcentage de mon salaire dans des REER. Pour moi, pour mes enfants principalement. J'achète une maison, je suis en train de bâtir un patrimoine. Ce que je cherche aujourd'hui, c'est de bâtir ce patrimoine-là aussi en utilisant les ressources de la forêt. Pas pour moi que je vais bâtir cette forêt-là. Là. Oui, je vais l'utiliser pendant un certain temps, mais je vais la bâtir pour l'avenir. Notre industrie est là pour rester. Les usagers sont là aussi pour rester. On vise à la bâtir pour l'avenir. Le développement durable, ce n'est pas une situation ponctuelle. Il faut prévoir l'avenir. Merci. Madame Ouellette, ça semble vous démanger. Bien, en fait, ici, dans la région puis au Québec, on est d'un paradigme d'exploitation de la ressource ligneuse. Donc, c'est ce qui prime sur les autres usages de la forêt. Et dans certains États américains, ils se sont mis à documenter les services rendus par la forêt, les services autres rendus par la forêt et leur impact sur l'économie. Et je me souviens plus du nom de l'État, c'est dommage, mais c'est très bien documenté. Ils se sont rendus compte que la conservation de la forêt rapportait plus à l'État que son exploitation. Donc, c'est un changement de paradigme économique et ça a été très bien documenté. En fait, ils se sont mis à investir dans le plein air, le tourisme d'aventure, etc. Et ils se sont rendus compte que ça générait plus d'emplois et plus de richesses pour l'État que l'exploitation de la ressource ligneuse. Donc, peut-être qu'il y a je pense pas qu'on est rendu là au Québec, mais je pense que de développer d'autres secteurs économiques pourrait aussi permettre, sans stopper complètement l'exploitation forestière, mais de développer d'autres secteurs économiques, pourrait permettre aussi de conserver davantage la forêt et de concilier différents usages de la forêt, dont les usages autochtones, mais c'est un changement de paradigme économique que je vois venir un peu plus à moyen-long terme. En éco-conseil, on aime ça, hein, les changements de paradigme. Super. Oui, M. Curtnest? Bien, si vous permettez, moi, entre autres, justement, je vais faire la relation. Effectivement, je ne crois pas que du jour au lendemain, on va arrêter tout ça. Il ne faut pas l'arrêter nécessairement. Je pense que le bois, c'est quand même un beau produit, quand même assez intéressant pour donner. Il faut faire confiance aussi, justement, à tout cet aspect-là, de développer une nouvelle matière première. Puis, je pense que les gens sont fiers de cette approche-là aussi en même temps quand on met des infrastructures en pierre. Que ce soit aussi l'aluminium. Vous savez, bon, actuellement, on est quand même un secteur, le Saguenay-Lac-Saint-Jean est quand même un secteur assez productif dans ce sens-là, mais effectivement, il faut quand même diversifier les choses. Il ne faut pas toujours se concentrer sur une industrie. Là, je ne veux pas décevoir les gens qui, quand on me parle de l'industrie du bleuet, là, dans les nouvelles, on entend souvent parler de la question de l'industrie du bleuet. Vous savez, le bleuet, ça dure qu'une courte période pendant l'année, alors c'est une catastrophe incroyable. Bon, j'essaie de comprendre un petit peu pour qui la catastrophe existe. C'est pour le propriétaire, effectivement, mais lui, que fait-il avec sa matière première? Il l'exporte, il l'envoie ailleurs. Combien de kilos de bleuet vous mangez par semaine? Pas tant que ça. Hein? Donc, il faut faire attention aussi quand on rase une forêt, d'essayer de penser à qu'est-ce qu'on veut faire avec cette forêt-là. Donc, raser une forêt pour planter des bleuets, à chaque année, exploiter la matière première, exploiter à son maximum pour essayer de vendre ça à toute autre population à travers le monde, pour essayer de nourrir le monde, bien, il faut toujours penser un petit peu à quel essor économique qu'on veut essayer de développer. Donc, moi, je pense que c'est une industrie super intéressante. Je trouve ça le fun aussi en même temps qu'on a un produit quand même identitaire à notre région. Mais en même temps, il y a toujours cette relation-là qu'il faut faire attention. Mes parents m'ont appris, moi, à la manière
de mes grands-parents, dans le fond, c'est que à chaque année, il faut que je te remonte à toutes les fois qu'est-ce que tu dois faire. Et au fur et à mesure de tout ce qui s'est passé au cours des dernières années, on a peaufiné, on a essayé d'améliorer, on a changé notre pratique. On ne fait plus de canaux d'écorce comme avant. Première des choses, il n'y a plus d'écorce de bouleau assez gros pour pouvoir faire un canot. Sauf qu'il faut avoir encore cette pratique-là. Même le canot traditionnel fait en cèdre, pourquoi on est dans la période de Meshtouyatz, dans l'environnement de Meshtouyatz, c'est justement parce qu'il y avait des cèdres incroyables, puis on avait aussi du sapin. Bon, bref, dans l'histoire, c'était des zones, des périodes d'été. Donc, on s'est adapté en fonction de la nature. Je pense que les communautés autochtones sont capables encore, justement, sont assez résilients pour être capables de pouvoir s'adapter encore. Mais la population régionale, elle aussi, doit aussi s'adapter et voir au changement. Je dois pas... il y a une industrie importante, on est basé sur une économie quand même assez importante dans cet axe-là. Il y a des gens, vous êtes ici, vous êtes la preuve, justement, que vous avez un intérêt face à ça. Moi, je pense à mes petits-enfants. Thomas qui a 6 ans, Malik qui a 7 ans et demi, que j'amène en forêt occasionnellement, que j'ai fait découvrir des activités en forêt, qu'on fait du canot, puis bon, on fait de la pêche, bon. On fait aussi un petit peu de la recherche, champignons, etc., tout ça. Mais c'est pas de ça qu'ils vont vivre. Nous, on revivra jamais comme avant. C'est sûr et certain. Par contre, on est le garant de ce rappel-là, de cette mémoire-là. Puis de cette mémoire-là, il faut aussi regarder la forêt d'une autre façon, d'une autre manière. De la penser, puis de la repenser aussi pour pouvoir proposer des nouvelles alternatives. Moi, je pense que là, peut-être que je parle à travers mon chapeau, parce que je ne connais pas vraiment comment se passe là, toute l'utilisation d'un arbre, mais je pense que les branches, ils ne sont pas récoltées nécessairement. Je pense que tout cet aspect-là de toute la ressource, puis, tu sais, quand on coupe l'arbre, puis bon, on embarque ça dans le camion, puis bon, on descend ça en bas, il y a quand même des résidus qui restent en entour. On n'est pas allé cueillir avant tout cet aspect-là de cette matière première-là qu'on sait qui risque d'être utilisée, une coupe inévitablement là avant. Donc, c'est de cette manière-là qu'il faut se poser de quelle manière on voudrait la proposer. Et je sais que les gens aiment bien les herbes, les épices, les plantes. Je pense pas qu'on va changer nécessairement toute la population là, demain matin avec nos bonnes épices italiennes comme les gens veulent avoir. Ou encore, d'ailleurs, il n'y a pas d'épices en forêt, là, à mon avis, là, même si on essaie de nous vendre cette idée-là. C'est des racines des plantes puis de l'utilisation qu'il faudra utiliser. Donc, les PFNL, dans le fond, c'est des produits qui sont quand même importants. Mais demain matin, on ne changera pas notre alimentation face à ça. Donc, il faut repenser. Je ne sais pas, je ne suis pas le penseur premier, mais du moins un observateur puis quelqu'un qui utilise le territoire. Merci. Merci beaucoup. J'irai avec la question suivante derrière, puis après ça, avec quelqu'un devant ici. Je ne sais pas s'il y a un micro qui peut se rendre au monsieur. On vous écoute derrière. Oui, bonjour. Moi, je voulais poser surtout une question à monsieur Nicolas Meger, suite à ce que vous avez dit tout à l'heure. Si j'ai bien compris, c'est que vous disiez qu'il fallait surtout mettre l'accent sur les prédictions. En tout cas, enfin, je pense que c'était ça. Et en fait, j'aimerais vous reposer une question de monsieur Mentucheni, le premier jour, qu'il a mis dans sa présentation, qui était Do we want to improve our understanding of biophysical world or do we want to make prediction? Est-ce que vous ne pensez pas que, certes, les prédictions sont importantes, on fait beaucoup de modèles, ça nous sert, ça nous apprend plein de choses, mais est-ce qu'on n'en sait pas déjà assez pour agir maintenant et pour mettre toutes nos compétences qu'on a déjà acquises, qu'on a pu voir au cours de ces 2 derniers jours, on sait beaucoup, on a fait beaucoup de recherches, et est-ce qu'on ne pourrait pas déjà plus mettre l'accent sur les actions dès maintenant, plutôt que de toujours attendre les prédictions? Tantôt, je ne parlais pas de prédictions. Oui, on en fait des prédictions. On fait des prédictions d'évolution de volume. Il y a plein de modèles qui nous permettent à tenter de prédire c'est quoi la forêt d'aujourd'hui et puis qu'est-ce qu'elle va être plus tard. Mais je parlais tantôt de prévisibilité. C'est quoi le garde-manger qui est disponible? Puis à quel moment on va être capable de l'utiliser? Là, on parle principalement de l'EFID dans notre cas, nous autres. Mais c'est quoi la prévisibilité c'est quoi les stocks qu'on a pour être capable d'aménager la forêt? Si je m'apprête à aller récolter du bois près d'un site de camping, par exemple, bien, si je suis capable de leur dire 3 ans d'avance ou 2 ans d'avance, faire notre chemin 1 an ou 2 ans d'avance, c'est dans ce sens-là. C'est pas tant dans la prédiction, c'est dans la prévisibilité des opérations. C'est une grande préoccupation. Moi, je pense qu'on veut utiliser ce modèle-là pour être capable de garantir nos investissements, mais principalement pour être capable d'avoir un outil de communication. Prévoir ce qui s'en vient.
Je veux plus réagir, je veux moins réagir aujourd'hui parce qu'il y a tellement de réactions qu'on a à faire au quotidien. Mais si on est capable d'établir une prévisibilité, savoir 1 an, 2 ans, 3 ans, puis je pense que le ministère, on travaille très fort avec le ministère, puis ça va bien à ce niveau-là en termes de prévisibilité. Les autres veulent le savoir aussi, qu'est-ce qui est à venir. Ils doivent prévoir l'ouvrage, prévoir les secteurs. C'est très complexe aujourd'hui de faire l'aménagement forestier pour les aménagistes. Ils ont une grande responsabilité avec une multitude de contraintes. Dire qu'on n'a pas de préoccupation au Québec sur les enjeux autochtones, les enjeux au niveau de la protection du paysage, des structures d'âge. En tout cas, je ne peux pas vous dire toute la panoplie sans dire de contraintes, mais d'éléments qui sont sensibles à la planification. C'est important. Alors, il faut qu'on soit prévisible. Il faut qu'on soit capable de connaître nos attentes. Puis je vous dirais, un des gros enjeux au Québec, c'est qu'on connaît, particulièrement là, site par site, là, on ne connaît pas bien notre forêt. On ne connaît pas bien nos inventaires forestiers actuellement. À l'échelle macro, là, c'est super bien, mais la forêt, particulièrement, elle n'est pas assez bien connue. Évidemment, on a un grand territoire. On n'est pas capable de mesurer chaque arbre un à l'autre, c'est avoir des proportions d'essence qu'on a dans chacun des peuplements forestiers. C'est quoi l'état de dégradation lorsqu'ils ont une épidémie de tordeuses. Malheureusement, on n'a pas ces moyens-là pour être capable de bien identifier nos forêts. Peut-être qu'un jour, on va considérer que c'est important lorsqu'elle aura peut-être plus normalisé la forêt, mais aujourd'hui, c'est extrêmement difficile d'avoir cette prévisibilité-là et puis de s'engager vers la prévisibilité. Mais ce n'est pas tant dans la prédiction et l'utilisation des modèles que je parlais. Merci. Autre question devant ici? Oui, peut-être juste une petite anecdote. Me rappelle le premier choc culturel en temps forestier. J'arrive à 98, premier congrès de l'Ordre des ingénieurs forestiers à Québec. Et j'étais étonné de voir qu'ils ont calculé surtout la possibilité forestière en termes de mètres cubes. Et un de mes commentaires était à l'époque, pourquoi on n'évalue pas la forêt en termes de valeur? Donc, 21 ans plus tard, on se pose la question. On a des outils très intéressants comme justement Goostock, on a Stanley. On commençait tranquillement à ajouter la notion de valeur. Et je pense que peut-être c'est une piste de solution à cette idée-là de qu'on pourrait aller évaluer justement différents types de services. Et plutôt de parler de la forêt, on pourrait parler du milieu forestier, c'est-à-dire qu'on pourrait être plus intégrant, dans lesquels on pourrait mettre la valeur des éléments dans ces calculs-là. Et dès là, il viendrait l'idée, comme la foresterie précision dont vous parlez, on pourrait justement aller chercher les meilleurs produits au meilleur moment. Donc, je pense qu'on est rendu dans cette période-là, on a probablement les outils et on peut les intégrer et on commencer à comptabiliser ça. Je pense que l'expérience que Mme Ouellette nous signale, je pense que c'est une piste qui est utilisée dans d'autres endroits, entre autres. Qu'est-ce que vous... Monsieur Chouinard. Je peux répondre. Osvaldo, ton idée, ta suggestion est excellente, vraiment pas mauvaise. Ça se fait dans d'autres juridictions. Pour le ministère Fonds de Forêt et Parc, ça appartient au forestier en chef, l'unité indépendante, à faire ce calcul-là, à faire Donc, je ne peux pas répondre pour lui. Mais moi, je ne parle pas uniquement de valeur du par 4, mais il y a d'autres fonctions, on a des outils, on a une série de données, donc il y a des fonctions qu'on pourrait développer. Les services environnementaux. Oui, exactement. Exactement, non, c'est probablement l'avenir qui nous attend, effectivement. Moi, je posais la question, est-ce que une grosse question vaste, là, tant qu'à parler de changements majeurs et de changements de paradigme, mais là, la forêt est gérée par un ministère, d'aborder la forêt dans une perspective de valeur, ça impliquerait que plusieurs ministères jetteraient un œil sur la forêt, aménagement du territoire, culture et probablement plusieurs autres aussi. Est-ce que l'appareil gouvernemental pourrait aussi développer des façons de fonctionner différentes qui permettent justement à ces multiples valeurs qu'on accorde à la forêt d'être représentées dans les tables de décision? En fait, monsieur amène un point très intéressant. Ça introduit vraiment un biais de calculer en termes de mètres cubes. Et ce qui est un obstacle à ça, en fait, c'est qu'au niveau gouvernemental, le travail se fait en silo et non en interdisciplinarité. Et il faudrait introduire plus de travail, je pense, interdisciplinaire. Donc,
c'est pas juste la foresterie qui travaille de son côté dans son coin, mais justement pour permettre de calculer une valeur qui est globale et qui représente chacun des services rendus par la forêt. Mais je pense qu'il faudrait aussi changer nos façons de travailler, probablement même au ministère. Si je peux me permettre, j'ai l'impression que l'étape GIR, c'est ce qu'elle souhaite faire, de rassembler des acteurs qui représentent les différentes facettes de la forêt, mais ça reste rattaché à un ministère de la forêt. Et que, dans le fond, c'est la proposition, l'idée serait que justement qu'il y ait cette interdisciplinarité-là ou cette intersectorialité-là aussi au niveau ministériel. Il y avait M. Maillard qui voulait réagir. Ouais, juste deux petits commentaires. Évidemment, la valeur, si on parle de valeur en mètre cube, pour moi, ma vie passée était, je parlais pas en stock de bois, je parlais en dollars. Tu sais, je travaillais pour des producteurs forestiers dans les terres du sud du Québec où on parlait en qualité de bois, puis je façonnais mon bois en fonction de la qualité et non juste en approvisionnement au niveau des usines. Fait que pour moi, la question de la valeur est importante. Mais cette forêt-là, là, elle appartenait à des propriétaires. Fait que les valeurs ces forêts-là appartenaient à ces propriétaires-là, et puis je devais tenir compte de l'ensemble de valeurs. C'était extrêmement important parce que j'ai arrivé chez eux, oui, c'était des petits territoires qui sont, sans dire morcelés, mais c'était déterminé en unité compartimentale d'à peu près, disons, 40-50 hectares. Mais chacun de ces gens-là qui avaient le privilège de détenir cette propriété-là pendant 10, 15, 20 ans, façonnaient le territoire en fonction de leurs valeurs. Et puis, ça a donné des résultats qui étaient probants parce que la forêt était de plus grande qualité, plus productive que bien d'autres endroits aussi. Et puis, on est capable de travailler en fonction des valeurs et de les considérer. Il y en a qui veulent participer à l'aménagement intégré. Il y en a qui veulent faire la protection intégrale. C'est correct aussi, mais il faut les partager, il faut les prévoir et puis il faut les considérer. Tantôt, vous disiez tout à l'heure, Mme que il faut conserver plus. Moi, aujourd'hui, j'aimerais ça avoir le privilège de conserver plus, mais j'aimerais ça aussi avoir le privilège d'intensifier plus aux endroits. Là, présentement, on ne fait pas suffisamment de choix comme Québécois pour l'utilisation de notre richesse qui est notre patrimoine forestier. Il faudrait peut-être intensifier plus et avoir le privilège de conserver plus à d'autres endroits. Mais il faut faire ces choix-là. Il y a plein de pays au Québec, nos compétiteurs qui s'approvisionnent en matières premières comme le bois, qui ont des approches beaucoup plus agressives, qui travaillent dans des milieux complètement diversifiés, intégrés aussi. C'est souvent des pays qui la culture forestière est beaucoup plus importante que la nôtre. Des places où ils ont dilapidé leur forêt là, une centaine d'années, puis aujourd'hui, leurs forêts sont beaucoup plus productives. Peut-être que c'est un élément à considérer pour être capable de se donner le privilège de conserver. J'ai vu le micro se promener là-bas. Là. Je ne sais pas où ils sont rendus. Oui, parfait, merci. Voilà. La question, voilà. Alors pour la question du jour, on parle vraiment des prochaines générations ici, que je trouve vraiment intéressant. Puis il y a le mot développement durable qui a été lancé plusieurs fois ici par les panélistes. Puis dans le fond, je joue vraiment une question à tout le monde ici, de comment est-ce qu'on peut s'assurer à la population générale, c'est-à-dire aux prochaines générations, surtout aux populations un peu plus jeunes, moyen âge aussi, que dans le fond, le développement durable, c'est bien dans le fond, ça reste pas juste des mots, mais bien des actions qui sont mises à l'avant. Parce que c'est sûr que ça peut sembler bien de lancer ce mot ici et là, mais si ce ne sont pas nécessairement des actions concrètes qui sont mises à l'avant, comment est-ce qu'on peut justement assurer la population générale que justement tout va bien se passer pour le futur? C'est une question ouverte à tout le monde, merci. Est-ce que quelqu'un se lance? Madame Monson. Oui, c'est une bonne question et je vois, personnellement, développement durable, mais je pense que c'est en fait Pierre Grandin qui, à un moment donné, à une présentation, montrait développement durable dans la façon que la partie écologique, c'est la maison, c'est la partie qu'il faut vraiment assurer que ça soit viable, parce que si cette partie écologique n'est pas, ça perd sa intégrité, le reste, le social et l'économique, ça va tomber. C'est les trois et les murs qui ne vont pas tenir si on n'a pas une assurance de l'intégrité écologique. Et je pense que
c'est une bonne façon pour moi de le communiquer parce que je vois beaucoup d'actions qui s'appellent développement durable et c'est peu bien utilisé parce que c'est ça, il faut penser qu'est-ce que ça veut dire vraiment et c'est quoi l'action qui suit. On parle de, tu sais, on a changé sur papier vers le management écosystémique, mais on est juste au début de mise en œuvre. On a juste commencé dans le dernier plan d'essayer ici et là des choses puis aller vers les cibles, mais c'est juste un début. Il faut faire vraiment un suivi proche pour savoir est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va être une voie qui va maintenir l'intégrité écologique. On ne sait pas encore. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait rebondir sur la question? Comment s'assurer que le développement durable est des réalités et non des mots? Oui, oui, c'est une excellente question. C'est une question, moi, je ne veux pas rentrer dans la loi. Je sais qu'on a une loi qui est encore d'aménagement forestier durable, mais la planification forestière, l'aménagement forestier, ce n'est pas la même chose qu'il y a 20 ans, il y a 15 ans. On a énormément là, de stratégies à respecter. Puis j'en ai tellement en tête là, que je les ai mis sur le papier. On peut parler du caribou, on peut parler des compartiments d'organisation spatiale en sapinière et en paissière. On a des massifs forestiers à respecter dans le nouveau règlement d'aménagement durable forestier. On a des habitats aussi de protection de la Marthe aussi qu'on a mis dans des fiches. On a de l'ambiance chasse et orignale qu'on doit aussi respecter dans des cibles. On a les usages forestiers aussi, tous les usages forestiers avec des contraintes particulières de coupe et de conservation d'ambiance forestier. On a aussi des milieux humides d'intérêt qu'on a identifiés sur le territoire et qu'on protège. Puis on fait des bilans aussi sur les protections. C'est important parce que, dans le fond, ce que je n'ai pas beaucoup insisté aussi, c'est d'être capable de faire des bilans sur tout ce qu'on fait pour être capable de diffuser l'information, pour dire est-ce que nos stratégies fonctionnent. S'ils ne fonctionnent pas, bien, on met en péril les prochaines générations. Si ça fonctionne, bien oui, c'est beau, c'est correct, on peut passer à autre chose. Je vais continuer. On a des sites fauniques d'intérêt aussi à respecter. On a le bois mort aussi à laisser sur pied, des legs biologiques pour conserver la biodiversité. Encore là, on a des cibles à respecter, on a des mesures à faire sur le terrain, on a des retours à faire auprès du public, auprès des tables G. On a des structures d'âge, des niveaux d'altération, des cibles à respecter par territoire. On a aussi la régression de la pêche noire aussi. On sait, on s'est donné aussi des stratégies de production de bois aussi. Pour l'aménagement forestier durable, ce n'est pas juste la protection, c'est aussi voir comment est-ce qu'on est capable de produire plus de bois pour les générations futures. On s'est donné des objectifs, c'est publié sur le site Internet. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font pour l'aménagement forestier durable au Québec. On se l'est donné au niveau de la société, au niveau du ministère. Et puis, il y en a tellement que la difficulté aujourd'hui, c'est d'être capable de diffuser cette information-là puis de la faire comprendre à la population en général. Merci. M. Kearness, vous aviez une... Oui, bien, entre autres, de tout ce que j'ai entendu, puis de tout ce que j'entends, puis de ce que j'ai déjà entendu avant, quand on parle d'éco-responsabilité, moi, je pense que j'entends toujours le fait de dire qu'il y a un système qui existe, un système économique. Et le système économique, bien, il faut quand même faire attention à la manière comment on doit faire. C'est quoi la standardisation, l'utilisation, la maximisation de la forêt? On parle de la forêt pour l'instant, mais c'est ce qui en entoure aussi en même temps qui existe, qui a un impact. Parce que j'entends toujours essayer d'aller plus loin, essayer d'exploiter plus, d'avoir un rendement meilleur, d'avoir une performance, de cette performance-là, d'essayer d'améliorer l'environnement en entour pour la croissance, pour essayer de maximiser cette exploitation-là pour nos enfants futurs. Je ne sais même pas qu'est-ce qui va exister plus tard, dans 15-20 ans, en lien avec cette relation-là avec la forêt. Pour l'instant, c'est un système qui fonctionne parce que, justement, il y a des besoins économiques. Il y a des besoins aussi, en même temps, d'infrastructures pour l'ensemble des gens, de la population. Donc, quand vous voyez les désastres qui se passent, comme actuellement là, au Québec, où il y a des inondations. Pourquoi il y a des inondations? Pourquoi on veut se bâtir tellement sur le bord de l'eau? On sait très bien tout l'impact de ce genre de choses-là qui est fait pour essayer d'entretenir un système économique. Donc, demain matin, on ne pourra pas
tout aller se bâtir sur la montagne, parce que la montagne, il faudra bien sûr raser la forêt. Puis si on rase la forêt, ben il va falloir construire des maisons. Puis si on construit des maisons, ben là, il va falloir... Donc, il y a toujours un système économique qui est présent là. Tout le monde a dans ses poches un fameux téléphone. Ce téléphone-là, ben, ça prend des matières premières extrêmement importantes qu'il faut puiser, semble-t-il, dans le fin fond d'une terre. Là, on est rendu à exploiter le nord. On nous parle de gaz qu'il faut absolument sortir ici au Saguenay pour pouvoir vendre au monde. Encore une fois, on va passer, puis on va couper la forêt, puis on va utiliser cette matière première-là pour maintenir un système, puis on nous dit, ah, mais c'est pour essayer de changer nos habitudes de vie. Le recyclage existe. Pourquoi le recyclage existe? Est-ce que c'est une autorisation de continuer à polluer en ayant un sens de dire, bon, ben, de toute façon, je mets au recyclage demain matin? Moi, j'ai toujours cette notion-là. C'est pas facile aujourd'hui. Moi, je suis habillé peut-être probablement avec des vêtements qui viennent d'un autre pays qu'on a transporté ou exploité des gens pour le faire. Je dis pas que ici, ce qu'on fait au Québec est nécessairement une exploitation négative, mais je pense que nécessairement, il y a toujours cette volonté-là de pouvoir penser à essayer de changer les choses. Mais en réalité, c'est de tous les efforts aussi. Et ça, c'est pas que seulement vous qui allez pouvoir le faire. C'est les gouvernements, c'est les ministères, c'est les compagnies forestières, c'est les compagnies minières. C'est tous ces gens-là qui, un jour, devront se penser à se dire autre chose que c'est le rendement et les actionnaires qui ont besoin d'avoir toujours des meilleures actions avec une valeur incroyable pour essayer de rendre un système. Donc, le système économique, mais c'est pas une critique envers les gens qui sont ici, comme le système en général, mais c'est d'essayer d'avoir cette conscience-là. Donc, une partie des acteurs de ce changement-là, c'est vous. Une partie des acteurs, c'est dans le contexte où on va à l'université pour apprendre le système, comment ça fonctionne, comment on peut essayer d'interagir, puis comment on peut changer les choses. Demain matin, quand vous allez sortir de votre maison, si vous arrêtez prendre un café chez Tim Hortons, McDo, je ne sais qui, vous allez prendre un verre et puis vous allez le jeter à la poubelle. Mais pourquoi je ne pourrais pas prendre une tasse déjà existante ou encore un verre en plastique comme ici on nous sert aujourd'hui au lieu de nous mettre des bouteilles? C'est un choix. Donc, nécessairement, il va falloir se poser la question de quelle manière. Effectivement, la forêt, elle a extrêmement un impact sur les poches de ces gens-là. Comme nous aussi, en même temps, si on travaille, puis chez nous, vous savez, à Meshtowiatz, il y a une compagnie là, qui fait de la livraison de bois, en tout cas de les copeaux et tout ça. Je pense qu'ils sont 32 à Meshtowiatz. Ils ont 14 camions. Écoute, il y a des gens qui travaillent, là. Déjà que c'est pas assez facile dans les communautés autochtones, il y a des gens qui travaillent. Demain matin, ici, il faudrait arrêter tout ça. Ça aura un impact nécessairement sur ces familles-là. Donc, on va appauvrir ces familles-là. De quelle manière on va se diversifier? Voilà, ça sera aux politiciens d'essayer de changer les choses. Ce sera le sujet d'une prochaine table ronde. Le temps est écoulé. Je suis désolé s'il y avait encore des questions dans la salle. Je vais prendre quelques minutes peut-être pour qu'est-ce que je retiens de ce que j'ai entendu. Moi, je ne suis pas dans le domaine forestier, quoique je côtoie des gens qui sont dans le domaine. J'ai quand même une connaissance minimale du sujet. Là, ce que j'ai entendu, notamment aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même une évolution dans les pratiques. On parlait de passer d'une culture de concession à une culture de consultation, à une culture de participation. On voit que les attentes sociales sont plus élevées. On voit que les enjeux sont plus critiques aussi, les enjeux sociaux, les enjeux économiques et les enjeux écologiques, assurément. Qu'est-ce qu'on observe aussi en termes d'évolution? On voit une évolution dans les connaissances, beaucoup. On a beaucoup plus d'informations qu'on avait avant, beaucoup plus de connaissances sur les dynamiques, sur les réalités aussi. On voit que les pratiques dans l'aménagement, dans l'utilisation, dans la gestion du territoire évoluent aussi. Je sens à la fois dans les questions, à la fois chez les intervenants, un désir d'aller plus loin encore. J'ai entendu des idées quand même audacieuses qui, comme éco-conseillers, sont de la musique à mes oreilles. On parle de transformer quand même les valeurs qu'on associe au système économique. On parle de plus d'intersectorialité dans l'appareil gouvernemental. On parle d'inverser la logique de planification forestière pour voir les autres usages avant celle de la fibre. On voit de réfléchir en termes de valeurs associées à la forêt. Donc, il y a peut-être dans ces éléments-là des étapes qui s'en viennent, en fait, qui vont peut-être être la suite logique de l'évolution qu'on observe déjà depuis, je dirais, 20, 30, peut-être 40 ans même dans l'utilisation ou les usages de la forêt.
Fait que ça, en tout cas, moi, ça me donne espoir justement pour les générations futures parce que je ne pense pas que les attentes vont diminuer dans le futur. Je pense qu'elles vont continuer à être plus élevées par rapport à la gestion multi-usage qu'on fait de la forêt. Peut-être une chose qui me marque aussi, que je réalise, c'est qu'au-delà de... On parle de concilier les différentes fonctions, mais je pense qu'associé aux différentes fonctions, il y a différentes visions de la forêt aussi. Il y a différentes façons de la vivre, différentes façons de l'habiter, différentes façons de la sentir, de la percevoir. Et je pense qu'il y a, dans des rencontres comme on a vu aujourd'hui, l'occasion de, pas de confronter, je pense que le terme n'est pas le bon, mais de partager, d'échanger sur ces différentes visions-là, nos différentes façons d'habiter ce territoire-là, de le percevoir, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde la forêt. Puis je pense que si on installe des endroits où ce dialogue, cet échange-là peut avoir lieu, on va se rendre compte que finalement, il y a beaucoup de valeurs qu'on partage par rapport à la forêt, puis que nos lunettes, des fois, sont moins différentes que celles qu'on pourrait imaginer. Mais au-delà de concilier les usages, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à la conciliation des visions. Puis ça, je pense que ça va prendre des espaces, davantage d'espaces de dialogue, davantage d'espaces pour échanger, pour travailler ensemble. C'est des mots qui sont revenus vraiment souvent, travailler ensemble, interdisciplinarité, partager l'information. On voit les efforts qui sont faits d'un côté par le ministère, par l'industrie, mais on voit aussi un besoin d'aller chercher l'information dans d'autres secteurs aussi, dans d'autres usages de la forêt et de partager cette information-là. Mais encore une fois, je reviens à ça. Je pense qu'il y a un partage aussi de vision, puis il faut, je pense, développer des lieux où on réfléchit pas seulement en termes d'administration du territoire, mais où on réfléchit aussi en termes de partage de vision et de valeurs qu'on associe à la forêt. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu beaucoup, puis je pense que c'était sous-jacent à la plupart des discours que vous avez faits. Votre amour de la forêt, déjà, qui était manifeste pour tout le monde, puis des valeurs, finalement, qui, des fois, même si elles peuvent paraître éloignées, peuvent se rejoindre sur certains éléments. Donc voilà, je vous remercie énormément, M. Chouinard, Mme Monson, M. Mayer, Mme Ouellette et M. Curtness d'avoir participé à cette table ronde. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Belle assemblée, des belles questions aussi que vous avez posées. Puis merci aux organisateurs aussi d'avoir permis cet échange, ce dialogue-là. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a enrichi, que vous allez ressortir avec des réflexions que vous allez partager pour justement amener cette évolution-là dans les façons de voir la forêt. Merci à tout le monde. Merci à Olivier pour l'excellente animation. Merci. Bougez pas, on a un tout petit présent à vous remettre. Ce n'est pas quelque chose de fantasmagorique, mais quand même significatif. Surtout, vous n'étiez pas là pour la plupart hier soir au souper, sauf Alison, mais c'est pas grave, tu pourras partager si tu veux. Donc, on a un petit quelque chose à vous remettre qui est une fabrication artisanale d'une bière qui a donc... dégustée hier pour plusieurs d'entre nous, certains peut-être trop. Et elle est très, très bonne. Elle a été produite par Lionel. Est-ce qu'il est dans la salle? Bon, en tout cas, bref, qui est un étudiant qui a terminé cette année son doctorat ici en biologie. Et puis, il a fait la bière exprès pour l'événement. Elle est parfumée, aromatisée de sapin, n'est-ce pas? Hein? C'est bien ça? Voilà. Donc, bonne dégustation. Vous n'êtes pas obligé de la prendre tout de suite, mais... voilà, c'est pour un souvenir significatif, puis ça l'est pour toi aussi, Olivier. Donc, je vais laisser maintenant la parole. Donc, merci encore beaucoup. Merci. Je vais laisser la parole à nos co-directeurs, je pense, et puis après, ils vont faire le mot de clôture, mais partez pas tout de suite, j'aurai quelques messages d'intérêt public à vous transmettre. Donc, monsieur le directeur et co-directeur. Donc, je pense que la première chose qu'on va faire avant de parler des prix, hein, parce qu'il y a des prix à distribuer pour la meilleure communication orale, pour la meilleure affiche. Première question qu'on a à se poser, où on se retrouve l'an prochain? Vous savez qu'on a l'habitude de faire nos colloques dans les diverses universités, dans les diverses régions du Québec où se distribuent nos membres.
on serait rendu vraisemblablement à Sherbrooke ou à Rouyn l'an prochain. Donc, on va garder le suspense pour les prochaines semaines, mais il y a des bonnes chances qu'on soit à un de ces deux endroits-là en 2020. Deuxième élément, oui. OK. Il faut ramasser vos cocardes parce qu'on fait un tirage après les deux présentations de prix parce qu'on a d'autres prix. Évidemment, nous, on ne participe pas, Louis et moi. Ah, moi, je pensais qu'on avait plus de chances de gagner. Non, non. OK. Pendant qu'on procède à cet exercice de ramassage, juste vous rappeler que, en fait, c'est pas tellement vous rappeler, mais on veut profiter de l'occasion, pendant que vous êtes tous là, pour chaleureusement remercier l'équipe de l'UQAC qui a été à l'origine de l'organisation du colloque cette année. Et quand je parle de l'équipe de l'UQAC, plus particulièrement, je pense à Cornelia Krause, à Sergio Rossi, à Jean-François Boucher, à Annie Deslauriers et à tous les bénévoles, parce que vous étiez plusieurs à avoir donné un coup de main pour organiser cet événement-là qui a été vraiment une très grande réussite. Donc, merci à vous tous et à nos collègues d'avoir pris le relais cette année à Chicoutimi. Je veux également remercier sincèrement nos professionnels du CEF, donc Luc, Daniel, Natacha, Pierre, André et François, qui, eux, sont à tous les événements, à tous les colloques et qui apportent le support technique et organisationnel. Et vous savez, organiser un colloque annuel, ça ne se fait pas à la dernière minute. Ça commence plusieurs mois à l'avance avec des réunions régulières pour faire en sorte que tous les éléments auxquels on peut ou non penser, on les aborde de façon séquentielle. Et on a beaucoup d'expérience et nos professionnels de recherche au CEF ont vraiment, encore une fois, fait un excellent travail. Donc, on les remercie également. Puis, concrètement, je pense qu'on peut procéder maintenant à l'annonce des prix. Donc, oui, effectivement, il y a un 5 à 7 sur les symphonies boréales là, qui commence bientôt. Le prix du jury pour la meilleure présentation orale étudiante cette année est accordé à Diane Auberson-Lavoie de l'Université de Sherbrooke. Donc, félicitations. Oui, tu montes. On ne mord pas. D'accord, comme ça j'ai deux grandes personnes autour de moi. C'est ça. C'est beau. Écoute, d'une part, on te remet... Le Couvert boréal a offert un abonnement d'1 an et l'opportunité d'écrire un article vulgarisé. Le CEF te verse une bourse de 500 $. Et les éditions Michel Quintin t'offrent un livre de leur collection Faune et Flore. Donc, bravo. C'était un grand plaisir. Le deuxième prix, je vais te laisser annoncer la nouvelle. Donc, la meilleure affiche étudiante. Oups, pardon. Oui, alors donc le prix de la meilleure affiche et à moins d'erreur, c'est un prix du public. C'est un prix du donc, prix coup de cœur. Alors, qui cette année revient à Janie Lavoie.
Donc, étudiante ici même à l'UQAC sous la direction d'Hubert Morin. Et de Miguel Montero. Ah, de Miguel Montero Girona. Donc, Janie, félicitations. Oh là là. Alors, le prix. Alors, d'une part, l'Association forestière du Sud du Québec t'offre le livre des feuilles nobles en Estrie et au centre du Québec, guide de mise en valeur. Oui, de Patrick Lupien. C'est un livre que je connais qui est très, très, très bien fait. Je suis jaloux. L'année prochaine, je me réinscris aux études et je présente un poster. Et un abonnement d'1 an à la revue Le Progrès forestier avec la possibilité d'écrire un article. Possibilité, là, ça veut dire un encouragement très fort à le faire, d'accord? Il faut susciter les vocations, écriture, et le CEF te verse une bourse de 150 $. Alors, bravo de te remettre toutes les choses. Bravo. Merci. Petite information sur les prix d'affiches et de présentations orales. Luc Lauzon a fait une petite compilation pour les 7 dernières années. Puis pour faire un peu écho à la présentation de Nicole cet après-midi, le score, les gars, il y a du travail à faire. Là. Le score est 11 filles, 3 gars. Donc, on s'attend à ce que vous remontiez la pente un peu dans les prochaines années parce que les femmes sont relativement, même très fortement performantes. OK. On voudrait maintenant terminer, bien sûr, en remerciant nos partenaires, qui sont énumérés ici sur cette diapo et qui contribuent d'une façon ou d'une autre à faire de cet événement-là un événement qui, je le rappelle, plusieurs étudiants ont présenté, ils m'ont dit, c'est super agréable d'être dans une salle pleine avec des gens qui te posent des questions intéressées sur ton sujet. Et c'est effectivement ce qu'on vise dans les colloques du CEF, c'est-à-dire que vous donnez une tribune pour présenter vos travaux et les présenter à vos pairs et créer un certain effet d'émulation. Moi, j'ai pu voir aujourd'hui dans plusieurs des sessions auxquelles j'ai assisté, des gens présenter des travaux et se faire interpeller par la suite par des chercheurs ou par d'autres étudiants qui ne savaient pas que ce type-là de travail se faisait sur leur territoire. Et ça peut être fertile pour continuer des collaborations, ce qui est pas mal notre marque de commerce au centre. Donc une fois de plus, on vous remercie de votre haut taux de participation. Et on passe à la dernière catégorie de prix qui est lié à ce qu'on vient de faire, là, ramasser vos cocardes, c'est des prix de présence. Puis on vous rappelle que pour être éligible, vous devez déposer votre cocarde, ce qui est fait, et il y a un certain nombre de prix qui vont être tirés. Donc, on peut tout de suite commencer. Oui. C'est peut-être un garçon qui va gagner. Alors, premier prix. Oh là là, là je vais avoir des petits problèmes d'élocution, mais on me pardonnera. Alors, Supun Madumadawa Pawuluwage de l'UQAT. Alors, bravo. Ah. Et tu as l'embarras du choix. Et là, tu as à choisir entre... Oh, en anglais. Oh, est-ce qu'il peut... Oh, okay, so you choose any one of the books, and apparently you have to stay because we'll take a picture. Alors, deuxième prix. Ça va bien, l'UQAT, dans la section des... Bien, c'est vrai que
Nous avons remarqué d'ailleurs qu'il y avait une très forte délégation de gens de l'UQAT au Congrès. Je pense qu'il y avait au moins 5 camionnettes là. Donc, ça semble se traduire dans les prix de présence. Les corrélations mathématiques sont respectées. Alors, donc, deuxième prix, Mohamedou Alpha Gueye. Alors, à ton tour, Mohamedou, de choisir. En tout cas... Il y a une enveloppe en avant, c'est un abonnement d'1 an à l'excellente revue Nature Sauvage. Ah! Ça va lire beaucoup sur le chemin du retour. Hein? Est-ce que tu veux piger? Oui, je vais piger cette fois. Parce que moi, tu sais que je pige juste les gars. Hey, c'est incroyable. C'est vraiment... Il y a un complot. Jeffrey Opuko Niamey. Come on down, Jeffrey. Remember, don't read and drive. Mais Pierre, comme tu fais pas mieux que moi, je vais y aller. Bah, c'est ça. Ah! Nous nous déplaçons un peu plus au sud. Olivier Tanguay de l'Université du Québec en Outaouais. On va garder son nom, puis on va garder le dernier choix. D'accord. Tiens, Pierre, je te... Je veux dire, je suis prof associé à l'UQAT, mais c'est pas pour ça. Qu'on a une autre personne de l'UQAT, Mélissande Nagati. Il reste l'enveloppe encore. Les gens semblent avoir peur de l'enveloppe. Oui, l'enveloppe fait peur. Ben oui. Écoute, c'est quand même incroyable. Nicole Fenton. Excellent. Là, il y en a qui vont être heureux, là. Je commence avec l'institution. UQAC. Alison Gagnon. Oui, c'est ça. Okay. Donc ça, c'est notre dernier. Ça, c'est notre dernier. OK, notre dernier tirage. Jolène Arsenault, Université du Québec en Outaouais. Deux exemplaires. Bon, on va... Je ne peux pas le gagner, ça me serait utile. Oups. Tiens, on va tirer un autre nom. Donc, il nous reste 2 exemplaires de comment identifier les arbres en hiver. Et les gagnants ou gagnantes sont Lauren Egley de l'Université du Québec à Montréal.
Et Léa Darquier de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Il y a un examen l'année prochaine. Bon, est-ce qu'on est en train de rendre plus paritaire la table? Oui. Oui, c'est bon, c'est bon. Donc, bonne route à tout le monde. Soyez très prudents. Oui. Oui, il y a Jean-François. Avant que Jean-François prenne la parole, je vais juste prendre la prérogative du co-directeur sortant. Tantôt, Pierre m'a remercié. Et comme vous savez, je suis un grand émotif, mais je voudrais le remercier à mon tour. Vous savez, moi, être directeur ou co-directeur, ce n'était pas dans mon plan de carrière. Si je l'ai fait, c'est parce que je crois à la communauté. Et je pense que c'est important en tant que communauté qu'on continue parce qu'on a vu ce que vous faites encore cette année et c'est toujours extraordinaire de voir la diversité des choses. Donc, continuez. Ça m'a fait plaisir de travailler. Et si je l'ai fait pendant 9 ans, c'est parce que j'étais avec quelqu'un que je respectais énormément. Pierre, à mon tour de te remercier. Et on a une équipe de professionnels qui est non seulement professionnelle, mais très dévouée. Alors, merci à toute l'équipe. C'était un plaisir de travailler avec vous. Et je vais être content de continuer à titre de simple membre du CEF. Oui. Oui, ben c'est ça. Donc, le mot de clôture est fait. Là, c'est vraiment des messages d'intérêt public. Donc, première des choses, pour pas que je l'oublie, on vient de me dire que pour ceux et celles qui n'ont pas pris de bière hier qui était offerte, des bouteilles de bière, comme celles qui ont eu nos invités ici, ils sont sur la table à l'accueil. Donc, vous pouvez en prendre une. Soyez honnête, s'il vous plaît. Si vous n'avez déjà pris une hier, ne pas en reprendre une autre. Ensuite, voilà pour ça. Autre chose, non, on va se diriger vers le 5 à 7, mais il ne faut pas oublier que demain, c'est la journée atelier et excursion. Donc, les ateliers débutent à 8 heures dans des locaux bien identifiés sur la programmation, mais aussi là, un peu partout. Les affiches sont là parce que là, on va sur d'autres étages. Donc, soyez bien attentifs. Le premier chiffre à côté du P, là, c'est l'étage. Voilà. Donc, à 8 heures. Et puis, l'excursion, le rendez-vous est à 7h45. À l'entrée ouest, donc c'est l'entrée finalement qui est au-dessus ici de nous, là, tout près de la sécurité. Donc, encore une fois, là, au premier étage, côté ouest, on attend là. Apportez tous les équipements que vous avez annoncés que vous aviez, donc bottes, dossards, casques, lunettes si vous en aviez. Sinon, on fournit le reste, mais tant mieux si tout le monde a déjà pas mal le matériel qui était requis. Parce qu'entre autres choses, le dernier site, vous allez aller sur un site industriel. Donc, il faut respecter santé, sécurité qui oblige. Voilà. Donc là, maintenant, on va se diriger vers... J'oublie rien, hein, côté détail, c'est bon? Je pense que c'est bon, OK. Donc, on se dirige dès maintenant vers le pavillon des arts, qui est en fait connecté tout près ici, là, à celui... donc, en fait, il est tout à fait adjacent au centre social. Vous allez dans le fond où était la réunion de l'Assemblée générale d'hier. Il y a une petite passerelle qui nous amène directement à l'atelier du pavillon des arts. C'est un 5 à 7. Avec une démonstration quand même extraordinaire du lien interdisciplinaire très fort entre la science et l'art, avec donc une symphonie boréale, j'en dis pas tellement plus, là, qui est aussi l'œuvre d'un étudiant, c'est Maxime, qui a travaillé fort sur ce projet original. Donc, c'est à voir et à entendre surtout, en même temps qu'on va pouvoir déguster un verre de ce côté-là. Donc, voilà, on se dirige comme ça. Fait que merci tout le monde.